N'hésitons pas de repartager le live, s'il vous plaît. Donc, on va démarrer. Ok, donc comme je disais tantôt, notre live d'aujourd'hui porte sur, bien sûr, la session 3 de notre programme de simulation sur le métier d'analyste de valorisation junior. D'accord, donc on est en train de voir ensemble la session 3 qui porte sur l'une des grosses méthodes de valorisation, notamment le DCF. Ok, pour ceux qui étaient présents hier dans le live, donc on a passé en revue bien sûr la méthode, les éléments clés de la méthode. On a vu quelques exemples qu'on a assez bien expliqué. Donc aujourd'hui, on va passer beaucoup plus sur la pratique. Ok, donc ce sera la pratique, une pratique vraiment, on va dire, intense. On va dire ça comme ça. Et je vous invite à rester vraiment concentré et à prendre des notes. Comme je vous ai dit, c'est une méthode qui est très complexe, d'accord, à mettre en place, pas facile, d'accord, à développer, surtout pour des profils un peu juniors. Et même pour des profils qui souhaitent tout simplement comprendre, ce n'est pas forcément une méthode assez accessible. Ok, donc je vous invite vraiment à prendre cela très au sérieux et forcément au sorti de là, vous allez avoir quelque chose, bien sûr, à, à remonter, d'accord, ou à justement à retenir. Ok, donc dans la même logique, s'il vous plaît, quand vous suivez le live, essayez de repartager, de liker. Ça sera un peu difficile pour moi de faire ce que je fais et encore c'est moi qui viens reliker et repartager. D'accord? Donc si c'est ça au final, quelle est votre contribution? D'accord? Donc essayons de contribuer au maximum à notre façon. D'accord? Sinon autant mieux, je garde cette connaissance-là pour moi parce que je vois pas quel sera l'intérêt de parler à des gens qui ne contribuent en rien du tout. D'accord? À ce qu'on fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va commencer notre méthode. Bon, avant de commencer, bien sûr, la partie pratique, donc comme toujours, un petit rappel de ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà vu? On a commencé par présenter les bonnes pratiques, d'accord, en matière de valorisation. C'était au tout début du programme, c'est dans la session 1. On a également parlé un peu des IFRS 13 qui traitent de la hiérarchie, bien sûr, de la fair value, des investissements ou bien des actifs. Donc, et dans la session 2, on a vu un peu l'une des méthodes de valorisation, enfin, l'une des grosses méthodes de valorisation, notamment de la valorisation par les multiples de marché. Ok, donc on a vu ça un peu plus en détail. Et bien sûr, on a passé en revue justement le fait que lorsqu'on fait une valorisation, il faut toujours faire ce qu'on appelle une analyse préalable de l'activité, du secteur, d'accord, de la géographie, donc tous les paramètres possibles qui peuvent avoir une incidence sur l'activité. Ok, donc on a passé ça en revue. On a également passé en revue, on a également vu que lorsqu'on fait une valorisation, il faut toujours se mettre dans une posture ou bien dans l'hypothèse que la société possède de la dette, d'accord, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, ok, ou bien pour éviter d'avoir des loupés dans notre démarche. Donc, il faut toujours raisonner comme si la société avait une dette et après vous pouvez dire dette égale à zéro, ok, donc ça c'est le conseil ou bien l'astuce que je donne toujours. Donc on a vu ça, on a vu hier maintenant dans la session 3, bien sûr, la deuxième grande méthode de valorisation qui porte bien sûr sur le DCF. On a vu les composantes principales, d'accord? Et comme j'ai dit, le DCF, ou chaque méthode, enfin surtout le DCF par exemple, il y a ce qu'on appelle des méthodes dérivées, ok? Ça, enfin on aura l'occasion de voir ça dans un autre programme de simulation qui est plutôt thématique, qui porte sur la valorisation de tout ce qui est actif intangible. Ok, comme par exemple les patentes, les droits d'auteur, etc. Donc on va le voir, mais ce sera un peu plus tard. Donc, comme je disais tantôt, parmi les éléments clés, bien sûr, du DCF, il y a notamment certains éléments comme le WACC, d'accord, qui est le taux d'actualisation à utiliser dans la méthode. C'est très important de connaître la composante et de savoir comment avoir les informations pour calculer chaque composante de la formule. Ok, donc on a vu ça également. Qu'est-ce qu'on a vu également? On a vu également comment calculer, bien sûr, la terminal value, ok, d'une société.
Bon, je peux vous présenter ça un peu plus rapidement. Est-ce que vous voyez? Ok, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, je disais tantôt qu'on a vu en fait aussi des bonnes pratiques liées au calcul, bien sûr, du WACC, de la terminal value, etc. D'accord? Donc, et comme je disais tantôt, cette formule que vous voyez à l'écran, c'est une formule qui vient un peu des mathématiques. D'accord? C'est pas une formule qui forcément est compréhensible souvent dès le départ, mais pour ceux qui ont déjà fait mathématiques ou bien au moins mathématiques financières, l'ont forcément vu. D'accord? À un moment donné, c'est les formules liées aux sommations. Ce n'est pas une formule très complexe, mais juste que quand c'est la première fois, les symboles peuvent induire un peu en erreur. Mais tout compte fait, parmi les éléments importants dont je mentionnais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le WACC. Ok, donc le WACC, bien sûr, comme je vous ai dit, voilà la formule complète. Vous le verrez dans tous les bouquins de finance. Ok, vous le verrez dans tous les bouquins. Si vraiment enfin, vous utilisez un bouquin de finance d'entreprise, etc., et vous ne voyez pas ce genre enfin, cette expression, bien ce terme, c'est que vous n'êtes pas dans un bon bouquin. Je vous conseille de l'abandonner. Ok, donc ça c'est un fait, c'est une formule que tout financier devrait connaître. Même ceux qui font du contrôle de gestion connaissent cette formule parce qu'ils en utilisent beaucoup pour faire ce qu'on appelle le calcul de la vanne des projets d'investissement. Ok, maintenant l'autre élément qui compose bien sûr la formule, c'est le coût des capitaux propres, d'accord, qui est déterminé en utilisant ce qu'on appelle le CAPM. Le CAPM, c'est une méthode justement en finance pour calculer les coûts des capitaux propres, d'accord. Et il y a d'autres méthodes, hein, mais ça c'est la méthode la plus connue. Donc on a passé ça en revue hier. Et qu'est-ce qu'on a également vu? Donc ça c'est beaucoup plus par les exemples que nous avons présentés. Nous avons également vu, comment dire, la composante du free cash flow. D'accord? N'oubliez pas, le DCF consiste à actualiser les flux futurs de trésorerie. D'accord? Qu'on appelle en anglais les free cash flow. D'accord? Et ça se calcule bien sûr en partant de l'EBITDA ou bien de l'EBIT, ça dépend des données que vous avez. Et bien sûr, parmi les composantes qui constituent ce free cash flow, il faut toujours se mettre à l'esprit que c'est tout élément qui aura une incidence directe ou indirecte sur la trésorerie de la société. Ok, comme son nom l'indique. Si vous voyez en fait chaque ligne, si on prend chaque ligne, vous allez voir que chaque ligne en fait en réalité a une incidence directe sur la trésorerie de la société. Quand vous avez l'EBITDA, ok, l'EBITDA on va dire c'est un résultat opérationnel, d'accord? Ou par exemple, vous avez les revenus et certaines charges. Les revenus, c'est quoi? C'est votre chiffre d'affaires. Donc forcément, il y a des clients qui achètent et qui payent. D'accord? Certes, peut-être pas tous les clients qui payent immédiatement, mais on va rattraper ça par la suite dans la formule avec la variation du BFR, dont vous le verrez. Pareil pour les charges, vous payez parfois une partie des charges au comptant et le reste, on le paye par la suite. Donc, ça a une incidence directe sur le cash. Les dotations aux amortissements, par contre, c'est une exception. Ok? Pourquoi est-ce qu'on l'intègre? On l'intègre beaucoup plus dans un but de calcul de l'IS sur l'EBIT, ok, sur le résultat opérationnel. Vous allez voir que par la suite, on vient neutraliser cela ici. Donc, vous allez voir que les dotations aux amortissements qui sont là, qui sont déduites, d'accord, on le fait juste dans le but de calculer l'impôt sur les sociétés qui constitue bien sûr un élément qui aura une incidence sur la trésorerie. Pourquoi? Lorsque vous avez de l'impôt à payer, forcément, c'est de l'argent qui va sortir de la société. Ok? Donc, comme je disais tantôt, les dotations aux amortissements sont réintégrées ici, d'accord, pour neutraliser l'effet, parce que c'est le seul élément qui constitue ce qu'on appelle une charge non, enfin, une charge calculée, on va dire ça comme ça. D'accord? C'est une charge qui est calculée. Ce n'est pas une charge qui est dépensée année par année. Ok? Ça a déjà été fait la première année, d'accord? Mais par la suite, ça devient une charge calculée qui est repartie. Les CAPEX, c'est les potentiels investissements nets que l'on fait dans le futur, d'accord? Lorsqu'on parle justement du DCF, et justement, quand on parle d'investissement, il s'agit bien sûr de faire sortir de l'argent. Je vois une nouvelle personne parmi nous, Chemos Training. Bienvenue parmi nous. Je crois que c'est la première fois que tu suis le live. Donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. D'accord? N'hésitez pas à participer au live à votre façon, liker, repartager, s'il vous plaît. Donc, ça aide bien sûr d'autres personnes à profiter de ce qu'on fait ici.
D'accord? Donc, je parlais du CAPEX, je disais tantôt que le CAPEX, il s'agit tout simplement de tout ce qui est relatif aux investissements nets futurs. Ok, donc si vous allez par exemple, supposons que vous êtes une société de télécom et vous voulez par exemple dans le futur ouvrir soit une nouvelle agence ou alors euh, installer par exemple de nouveaux antennes, d'accord? On dit une antenne, une antenne, de nouvelles antennes relais, d'accord? Dans une région, forcément c'est des investissements et justement ça fait sortir de l'argent. Maintenant, le BFR, ok? Le BFR ici c'est quoi? Ou bien la variation du BFR, c'est tout simplement, on va dire que ça a un lien direct avec l'EBITDA. Pourquoi? Parce que la partie non payée de vos revenus et de vos charges, on va le retrouver directement ici, ok, dans cette variation. Parce que ceux qui n'ont pas payé au comptant à un moment donné le paieront plus tard. C'est pourquoi on parle de variation du BFR. Vous avez des créances clients, d'accord, par exemple, qui ont des paiements, par exemple, échelonnés ou bien des paiements différés, d'accord. Donc, normalement, on doit prendre ça en considération dans le free cash flow. Ok, le but, justement, c'est de prendre en considération tout élément qui aura une incidence sur la trésorerie, comme j'ai dit au départ. Et la variation du BFR inclut également la partie dette. Ok, si vous avez des dettes envers vos fournisseurs, forcément, à un moment donné, vous allez devoir les payer. Et là, comme je disais hier, ici, on raisonne en fait circonstances normales. On ne parle pas de situations exceptionnelles où vous avez par exemple des clients qui deviennent défaillants par la suite, ou bien des clients qui deviennent douteux par la suite, ok? S'ils deviennent douteux, on va ajuster plus tard, mais quand on raisonne des conditions normales, ça ne doit pas, en tout cas, ce n'est pas pris en compte parce que déjà, vous ne le savez pas, ok? Donc, ce n'est pas possible, ok? Il y a quelqu'un qui parle de CAPEM. Le CAPM, c'est le nom d'une méthode. En anglais, c'est Capital Asset Pricing Model. Ok? C'est CAPME. D'accord? Le CAPM, c'est le nom d'une méthode. C'est la méthode qu'on utilise pour déterminer le coût des capitaux propres en finance. On parle de Capital Asset Pricing Model. C'est un modèle, ok, de calcul. Et c'est ça, en fait, sa formule. D'accord? La formule du CAPM. Cette formule est simplifiée, hein. Normalement, en mathématiques, si on va plus loin dans les mathématiques financières et tout, la formule est bien plus robuste que ça. Il y a énormément de notions de primes, énormément de notions de risque qu'il faut prendre en considération. Ok, est-ce que j'ai répondu à ta question, Diaby? Diaby, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok, super. D'accord, comme je disais tantôt, donc on a vu un peu la composante des free cash flow, d'accord, des flux de trésorerie futurs. Donc, ici, on a fait quelques exemples chiffrés. Ok. Un autre élément très important lorsqu'on parle de valorisation en utilisant le DCF, c'est ce qu'on appelle la terminal value. Ok. C'est déterminé à travers une méthode qu'on appelle la méthode de Gordon-Shapiro. C'est également une formule très très connue en finance. D'accord. Si vous avez déjà fait des mathématiques financières, forcément vous avez déjà vu ça. Si vous avez déjà fait un peu de contrôle de gestion, ou du contrôle de gestion un peu avancé, forcément vous avez déjà vu ça. Ok, c'est une formule très très connue. Et en matière de valorisation d'entreprise, selon le DCF, cette formule à elle seule représente près de 80% de la valorisation de la société. Donc si vous vous gourrez ou bien si vous vous trompez ici, à coup sûr, votre valorisation ne sera pas correcte. Ok, et comme je disais tantôt, cette formule, elle est basée sur trois éléments très importants. Donc, elle dépend énormément du dernier cash flow calculé, selon bien sûr cette méthode-là. Ok. Et ensuite, ce dernier cash flow calculé va être plus ou moins, on va dire, actualisé dans une certaine mesure, ou bien doit prendre en considération un certain nombre d'éléments, comme notamment le taux de croissance. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre. Pourquoi est-ce que déjà on calcule la terminal value à une date donnée? Par exemple, vous avez un fonds d'investissement qui a acheté les actions d'une société. Elle va la conserver pendant 5 ans ou 10 ans et ensuite revendre. Ok? Donc, supposons qu'on veut valoriser les actions de cette société en utilisant du DCF. Donc, si c'est qu'on va utiliser le DCF, forcément, il faudrait qu'à un moment donné, on s'arrête, d'accord, qu'on détermine en fait la date de fin. Parce que sinon, on va aller à l'infini, on ne peut pas faire un DCF à l'infini, c'est impossible. La preuve est même que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans 30 ans, dans 50 ans. Ok, c'est pourquoi il faut quand même avoir une durée qui soit raisonnable, qui soit réaliste, ok, qui soit où tu as la possibilité en fait de d'avoir le maximum d'informations fiables, ok, parce que quand tu as déjà 5 ans, ça commence déjà à être pénible. Il y a certains qui vont jusqu'à 8, jusqu'à 10 ans, là encore on peut accepter.
Mais quand on commence à dépasser les 10 ans, ça devient difficile à justifier, ok, de faire un DCF sur plus de 10 ans. Sauf si, comme je dis souvent, sauf si c'est vraiment des projets très colossaux, ok. Je dis n'importe quoi, les grandes infrastructures étatiques, par exemple, vous avez les grands ponts à péage, par exemple, ce genre de projet, oui, on peut se permettre de faire des DCF sur 20 ans, 30 ans, ça c'est possible. Mais pour une société classique ou bien une petite société, c'est pas possible de le faire parce qu'on n'a pas forcément une vision claire sur l'avenir. Les infrastructures seront là forcément, sauf si il y a des tremblements de terre qui surviennent, ok, et c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, sauf s'il y a un volcan qui survient, etc. Ok, pareil pour les autoroutes. Quand on construit l'autoroute, on peut faire des prévisions là-dessus, même sur 30 ans, ça c'est possible. D'accord? Pareil pour des grands bateaux, etc. Donc là, je parle vraiment des projets vraiment gigantesques. D'accord? Qui ont une certaine stabilité, plus ou moins en matière de trésorerie. Ça, c'est possible. Mais pour une société classique, non. Ok? Vous allez voir que la plupart du temps, cette méthode se limite sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, peut-être max. Ok? La plupart du temps. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que là, on va passer à la partie pratique, hein. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ça, c'était beaucoup plus un rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Diaby, je t'écoute. Je t'écoute, Diaby. Pourquoi il y a 3 dans le... Attends, je vais voir ça. Prenons juste quelques secondes pour répondre au petit sondage là, s'il vous plaît. Pourquoi il y a 3? Euh... Où est-ce que tu as vu 3? Tu peux m'expliquer un peu? Je sais pas. Ok. Tu parles de G égale à 3%, c'est ça? C'est de ça que tu parles? Diaby, est-ce que c'est de ça que tu parles? Tu parles du terminal value. Pourquoi il y a 3 dans terminal value? Oui, en fait, tu as dit que pourquoi il y a 3. 3, tu as vu où? Je sais pas où tu as vu 3. Tu parles de ces 3% là? C'est ça? Oui, ok. En fait, 3% c'est juste le taux de croissance, c'est le G qu'on a ici, dans cette formule-là. Comme je disais tantôt, il y a 3 éléments importants dans le calcul de la terminal value. Il y a le cash flow de la dernière année, ça on a vu. Il y a le WACC, ça on a vu. Et il y a le taux de croissance. D'accord? Comme j'ai dit, pour ne pas avoir à faire un DCF à l'infini, puisqu'on a une date donnée, on va partir du principe que si on devait aller à l'infini, chaque année, la croissance devait être de 3%. C'est pourquoi on ajoute souvent ces 3% dans la formule. Ok, c'est un taux de croissance annuel moyen, peut-être de l'économie, etc. Ok, en tant qu'analyste, c'est un taux la plupart du temps qui existe, ok, qu'on peut retrouver sur Internet. Mais c'est pas toujours 3%, hein. Notre exemple, on a pris 3%, mais la plupart du temps, ça varie entre 2 et 4%. D'accord, c'est pas un chiffre qui est absolu, non. Il y a des années où tu peux avoir 3%, des années où tu peux avoir 4%. Ça dépend en fait de la conjoncture au moment où on fait la valorisation. Ok? Donc on le verra par la suite dans l'exemple pratique. Un autre élément important qu'on a vu hier, donc pour ceux qui suivaient vraiment depuis le début, c'est que en matière de valorisation d'entreprise, d'accord, un analyste ne doit pas faire juste appliquer, enfin ne doit pas appliquer juste une seule méthode de valorisation. Il faut toujours avoir minimum deux, ok? Ça fait partie des bonnes pratiques. Il n'y a aucune loi qui exige d'avoir deux, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Donc, le fait d'avoir une méthode principale, puis une méthode qui va te permettre de corroborer ou bien d'infirmer ce que tu as trouvé dans ta méthode principale. Et il ne faut pas toujours s'attendre à ce que les deux méthodes aient le même résultat.
D'accord? La méthode principale peut avoir un résultat très énorme ou une valorisation très énorme. Et la méthode de recoupement ou méthode secondaire va avoir une valorisation très faible. Mais ça ne veut pas dire que les deux méthodes sont fausses. Non. D'accord? Il faudra juste être capable d'expliquer en fait ce qui justifie ces différences. Je prends notre cas de figure. Supposons ici, on a deux méthodes. D'accord? On a la fair value selon le DCF. Ok? On a fait la valorisation selon le DCF, on tombe à 17 millions. Par contre, lorsqu'on fait selon la méthode des multiples, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est la méthode qu'on a vue dans la première session, enfin dans la session 2. D'accord? On a trouvé 49 millions pour cet investissement. Vous voyez que c'est deux méthodes totalement différentes, mais avec des valorisations très très éloignées. Par contre, ça ne veut pas dire que les deux méthodes sont fausses. Ce qu'il faut d'abord essayer de comprendre, c'est le type de société auquel on fait face. D'accord? La maturité de la société. Parce que pour ceux qui suivent depuis le début, Tech Vision, c'est une société, c'est une start-up. Ok? C'est une start-up, c'est-à-dire quoi? C'est une société qui est encore en pleine croissance. Et la plupart du temps, pour les sociétés en pleine croissance, lorsqu'on applique souvent les multiples, c'est des multiples très énormes. Ok? Vous allez voir une société sur laquelle on applique un multiple de 10, de 20, de 30. Ok? Donc, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que les startups souvent ont des taux de croissance parfois très très élevés. Vous allez voir une startup qui a un taux de croissance de 40%, 60%, 70%, pardon. 70%, donc c'est des proportions parfois un peu énormes. D'accord? C'est pourquoi vous allez voir que dans les startups, les multiples donnent souvent une valorisation très élevée. Par contre, dans les mêmes startups, si vous utilisez, par exemple, on va dire le DCF, ça aura une valorisation minime. Pourquoi? Un peu comme ce qu'on a ici, 17 millions. Pourquoi? Parce que les startups ne sont pas des sociétés qui génèrent déjà du revenu de manière stable. Ok? C'est des sociétés qui se cherchent encore, comme on dit souvent sur le marché. C'est des sociétés qui sont encore en train de faire des preuves, etc. C'est pourquoi vous voyez aussi des taux de croissance aussi énormes. D'accord? C'est justement ça qui explique le fait qu'on a des DCF souvent qui donnent des valorisations plus faibles. Ok? Donc c'est un peu comme ça. Et en tant qu'analyste de valorisation, vous devez être capable tout simplement d'expliquer cela. Et il faudra toujours le faire. Ok? Donc il faudra toujours le faire. S'il vous plaît, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue Younes. N'hésitez pas à repartager le live, n'hésitez pas à liker de temps en temps, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. C'est toujours avec grand plaisir que je vais répondre. Ok, si vous voulez intervenir sur quelque chose. Est-ce utile pour un contrôleur de gestion junior? Je te remercie pour ton contenu au passage. Merci Younes. Oui, le DCF c'est très très utile, d'accord, parce que enfin, c'est la même méthode qu'on utilise. C'est vrai que par exemple, pour les contrôleurs de gestion, vous travaillez souvent sur ce qu'on appelle le suivi parfois des projets d'investissement, d'accord. On vous demande souvent de calculer la vanne, etc., le TRI. En fait, ça répond au même principe que le DCF. C'est vrai qu'on ne parle pas de DCF quand on est contrôleur de gestion, mais c'est ça en fait au final. Parce que la vanne, valeur actuelle nette, par exemple, qu'on vous demande souvent de déterminer sur les projets d'investissement, c'est ça en fait au final. C'est juste une appellation différente selon le contexte. Donc c'est très utile cette méthode en tout cas pour les contrôles de gestion. Et si tu es justement contrôleur de gestion, je t'encourage à suivre ceci jusqu'au bout ou alors à faire davantage de recherches sur cette méthode. Parce qu'il y a aussi des dérivés que vous utilisez aussi, des dérivés de cette méthode-là que vous utilisez en tant que contrôleur de gestion. Si par exemple vous êtes contrôleur de gestion, je dis n'importe quoi, dans du real estate, par exemple, ok, le dérivé de cette méthode aussi, vous allez l'utiliser lorsque vous calculez par exemple, enfin la rentabilité des investissements, du projet d'investissement en question, etc. Donc c'est très très utile cette méthode-là. Et c'est vrai qu'on a un programme de simulation dédié proprement au contrôleur de gestion. D'accord? Là, on va aller vraiment plus loin pour les spécificités propres au contrôle de gestion. Donc, sens-toi à l'aise. Ça marche, je vais regarder car je cherche à évoluer en analyse financière. Ah ouais, super. Tu es vraiment au bon endroit, Younes. Bon, c'est vrai il y a un programme de simulation qui porte sur le poste d'analyste financier, ok, où justement on parle beaucoup d'analyse financière, les calculs des ratios, etc. Quelque chose que les contrôleurs de gestion utilisent également beaucoup, mais c'est pas encore prévu pour maintenant. C'est après ce programme de simulation. Nous avons un autre programme qui porte sur le métier de contrôleur de fonds, et c'est après ça qu'on a un programme qui porte sur euh, le métier d'analyste financier, justement, où on va parler beaucoup d'analyse financière. Mais ça fait déjà trois personnes qui parlent de ça. Ça fait déjà trois personnes qui parlent justement de l'analyse financière. Si je me rends compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de demandes, ou bien beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, je vais inverser.
Ok? Le programme de simulation de contrôleur de fonds, je vais le laisser en troisième position. Comme ça, juste après celui-ci, on pourra attaquer l'autre. Voilà, voilà, c'est ce que je disais justement. Il y a Diaby qui m'en a parlé une fois ici aussi. Il y a d'autres personnes. Je crois qu'il y a deux personnes, deux filles aussi qui m'en ont parlé la dernière fois, qui étaient intéressées par le sujet. Si je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par ça, je vais pas hésiter d'inverser. Ça, il n'y a pas de souci. Ou par exemple, si Younes, par exemple, tu me dis que vous êtes nombreux. Par exemple, si tu as des amis qui sont intéressés par le sujet, là, je peux vraiment le faire. C'est la même chose que j'ai dit à Diaby. Donc, si vous êtes nombreux, je peux me permettre d'inverser tout simplement. Parce que le but au final, c'est que les gens en profitent. Ça ne sert à rien de décaler s'il y a une demande forte maintenant. Je t'en prie, Younes, avec grand plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Comme j'ai dit, s'il vous plaît, pour ceux qui sont dans le live, n'hésitez pas à repartager le live, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, ok? À inviter d'autres personnes, vos amis, vos proches. Tout ce que vous faites contribue tout simplement à la visibilité du live. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît. Ok, donc là, on était en train de parler de la méthode de recoupement. Ok, comme je disais, en tant qu'analyste, c'est très important de le faire. Ok, et il y a aussi une autre façon de faire la valorisation, c'est qu'on fait la valorisation aussi par pondération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas une seule méthode de valorisation qu'on applique pour un projet d'investissement, mais on peut appliquer 4, 5, 6. Ok, mais on fait une pondération, on va dire par exemple, pour notre valorisation, le DCF par exemple représente 30%. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une méthode dominante. Ok? Il y a toujours une méthode qu'on privilégie. On va lui accorder une pondération un peu plus élevée par rapport aux autres. Ok? Selon bien sûr le contexte. Ce qu'on a également vu hier, donc rapidement, ce qu'on a également vu hier, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la sensibilité. Chemos Training, merci d'avant, je suis intéressé. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Je crois que finalement tout le monde est intéressé par l'analyse financière. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. On va essayer de voir ça. Si bon, je me rends compte qu'il y a davantage de personnes qui posent la question, d'accord? Je vais l'inverser. Ok. On va faire l'analyse, enfin, le programme sur le métier d'analyste financier juste après celui-ci. D'accord? Ce sera peut-être en début de semaine prochaine, très probablement, quand on va démarrer ce programme-là. D'accord. Donc, pour ce qui est, comme je disais tantôt, autre chose qu'il faut faire lorsqu'on fait les modèles de valorisation, c'est de faire ce qu'on appelle l'analyse de la sensibilité. Même les contrôleurs de gestion peuvent le faire, hein. Lorsque vous calculez la vanne, vous pouvez par exemple, puisque c'est des calculs qui sont basés sur des projections futures, vous pouvez vous permettre de faire ce qu'on appelle la sensibilité. C'est-à-dire que vous allez voir de combien varie votre valorisation, par exemple, ou votre vanne, ok, pour les investisseurs, pour les contrôleurs de gestion, comment ça varie en fonction de la variation qu'on a sur des paramètres clés, ok. Pour les contrôleurs de gestion, ce sera par exemple le TRI, ok, ou l'IRR de façon brute, d'accord, un des deux. Donc ça va sur le TRI, etc. Si vous faites varier par exemple le TRI de 1%, par exemple, quel impact ça aura sur la vanne au final, ou bien la VNI. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit ici. Pareil pour les analystes financiers, ce qu'ils doivent faire, c'est quoi? C'est faire varier le WACC, ok? Et faire varier aussi le taux de croissance pour voir en fait l'incidence. Vous allez voir que une variation parfois de quelques centimes, ok? En pourcentage, peut faire varier une valorisation des millions, voire des milliards. Ça dépend de quelle proportion on parle. Imaginons que vous êtes sur un projet immense, comme par exemple la construction d'un grand pont qui va traverser peut-être qui va traverser deux continents, on va dire ça comme ça. Vous voyez que ici on raisonne en milliards. Il suffit de faire varier le taux de croissance ou bien le WACC de 1%. Vous allez voir que la valorisation va passer à 2 milliards, 3 milliards très facilement. Ok? Donc, il faut faire ce genre d'analyse en tant qu'analyste pour voir jusqu'où votre valorisation peut aller en faisant varier les paramètres importants. D'accord? Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très très crucial qui fait partie des bonnes pratiques en matière de valorisation. D'accord? Donc voilà ce qu'on a vu hier globalement, c'est-à-dire sur la partie théorique. Et comme j'ai dit, ici, nous on privilégie toujours la partie pratique. Ici, la théorie c'est 5%, hein. 5% c'est même trop dire. D'accord? Nous, ici, c'est vraiment pratique, pratique, pratique en longueur de journée. Ok? Toujours avec des exemples, toujours avec des cas concrets, toujours avec ce qu'on voit réellement sur le marché. C'est ça qui nous intéresse. Parce que la théorie, de nos jours, c'est accessible partout, ouais, à l'école, sur Internet.
D'accord? Le plus important, c'est que les jeunes professionnels puissent avoir directement l'expérience dont ils ont besoin et mettre directement en pratique. D'accord? Donc, on va switcher, d'accord, sur Excel pour pratiquer justement ce qu'on a vu durant la session 3. Donc, permettez-moi juste, s'il vous plaît. Donc, permettez-moi juste de switcher d'un fichier à l'autre. Entre-temps, juste prenez quelques secondes pour liker et repartager le live, s'il vous plaît. Je vous en prie, c'est la moindre des choses, bien sûr, lorsqu'on fait ce genre de choses. Ok, je vais passer des heures à parler, d'accord? Je vais passer des heures à discuter avec vous. Au final, ce serait intéressant de voir que vous repartagez un peu le live de temps en temps. D'accord? Donc, on passe à la partie pratique. Ok? Si quelque chose n'est pas clair pour vous, comme je dis toujours, hein, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à m'interrompre. C'est ça le but. Ça ne sert à rien de courir vers l'avant si les gens, au final, n'ont pas compris ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, vraiment, posez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Ça, c'est ce que je dis toujours. Même dans le monde professionnel, on vous le dira. Il n'y a jamais de questions bêtes. Si quelqu'un vous dit que votre question elle est bête, c'est qu'il ne vous a pas compris. C'est tout simplement ça. D'accord? Parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'apprentissage, le même niveau de compréhension. On n'est pas tous dans le même contexte. D'accord? Ce qui fait que ta question peut sembler être banale, mais elle est très très intéressante pour le sujet ou bien pour quelqu'un d'autre aussi, hein. D'accord? Donc c'est pourquoi je vous encourage à toujours poser des questions en commentaire, si vous en avez bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, restez dans un cadre bien organisé, ok, pour éviter les débordements. D'accord? Donc, ici, bien sûr, on passe sur la partie pratique. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, je fais juste un petit rappel du contexte. Ok? Vous, dans le panel, vous travaillez, parce que c'est ça le but, on vous met dans une situation où on vous considère comme des analystes de valorisation junior. D'accord? Ça, c'est le contexte. Vous êtes des analystes de valorisation junior et vous avez forcément des supérieurs hiérarchiques qui vous demandent tout simplement un certain nombre d'activités à faire. D'accord? Ou bien vous posent certaines questions par rapport à une entité, etc. Donc, l'entité que nous manipulons depuis le début du programme, c'est un fonds fictif qui s'appelle Meridian Multi-Asset Fund, par exemple. Ok, c'est un fonds de taille 350 millions. Ce fonds détient des investissements, d'accord, notamment. Bon, ce fonds détient 3 investissements, hein, pour ceux qui étaient là au début, mais pour cet exemple, on va s'attarder sur un seul de ces investissements, une société qui s'appelle TechVision. Et le fonds en question détient 40%. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie de cette société, enfin de ce fonds, c'est d'investir dans du growth equity, c'est-à-dire des sociétés en croissance, et plus particulièrement des startups. Et notamment TechVision, c'est une startup, d'accord, qui n'a pas de dette. Quand on précise qu'il n'a pas de dette, ce n'est pas anodin. Pour ceux qui suivent le live depuis le début, quand je dis en matière de valorisation, raisonnez toujours comme si vous êtes dans une société où il y a de la dette. Même si la dette c'est zéro, après vous dites ok, dette égale à zéro. Mais raisonnez toujours comme s'il y avait de la dette. Pourquoi? Parce que la dette a beaucoup d'incidence sur la valorisation, énormément. D'accord? Donc raisonnez toujours comme ça. Et la méthode de valorisation qu'on va appliquer ici, c'est le DCF, ok, puisqu'on est dans du DCF ici, et bien sûr, qui suit tout simplement les bonnes pratiques des IPEV, d'accord? Quand je parle des IPEV, c'est un référentiel de bonnes pratiques. Pour ceux qui étaient là au début, on a présenté un peu la structure des IPEV, le contenu, les attentes, les bonnes pratiques justement par rapport à la valorisation, ok? On n'a pas vu en détail, mais je vous ai renvoyé vers le document, vous pouvez le lire, il est accessible sur Internet. Vous pouvez l'exploiter à votre guise, c'est gratuit. Ok, donc on va voir également le recoupement, ce qu'on a vu un peu dans la théorie. Ok, bon, nos lives durent un peu, hein. Pourquoi? Parce qu'on prend beaucoup de temps pour expliquer. Donc il faut beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, prendre beaucoup de notes aussi. D'accord? Et on va faire beaucoup d'exercices progressifs, des quiz, d'accord, des cas pratiques, etc. Et à la fin, il y aura toujours une synthèse. Ok? Donc, et comme toujours, avant de commencer, je t'en prie, Shuemos Training. Si tu veux intervenir sur le panel, n'hésite pas aussi. Comme j'ai dit ici, vraiment, c'est tranquille. Si quelqu'un veut monter sur le panel pour s'exprimer, pour poser une question, pour intervenir, d'accord? Ou même pour dire bonjour, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a de réelles personnes qui nous écoutent et qui considèrent ce qu'on fait. D'accord? Tu peux envoyer ta demande. Je crois que j'ai automatisé ça. TikTok va directement accepter ta demande chez moi. Ok? Donc, sens-toi à l'aise et encore merci pour tes remerciements. Donc, on commence toujours par un quiz de démarrage, ok? Pour s'échauffer un peu, pour comprendre, d'accord? Comprendre déjà dans quoi on est,
pour vous positionner vous aussi par rapport à la thématique, parce que le quiz n'est pas juste pour vous tester, c'est aussi pour voir en fait le public que j'ai en face de moi, d'accord? Et savoir comment adapter aussi mon discours. Pour ceux qui suivent les lives depuis un bon moment, depuis plusieurs semaines maintenant, vous allez constater que dans certains lives, je baisse un peu le niveau, ok? Ça dépend comment je vois les questions sur le panel. Dans d'autres, je rehausse le niveau, ok? Donc j'essaie de réadapter à chaque fois justement en fonction du public qui est en face de moi. D'accord? Donc, avant qu'on ne commence avec notre petit quiz, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est un quiz de 8 questions, hein, juste pour s'échauffer un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Diaby, je t'écoute. Diaby, je t'écoute. Ok, Diaby, j'attends ta question, hein. Ok. Pouvez-vous venir en arrière pour les informations? Ok. Oui, d'accord. Par rapport aux données, donc voici les données qu'on a. Ok. Ça, c'est les données qu'on a. Est-ce que c'est bon? Ou bien tu veux que je réexplique une donnée? Ok, si c'est bon, super. Donc, on va passer au quiz de démarrage, autant pour moi. D'accord? Donc, on vous pose la question ici. On vous dit, enfin, c'est des affirmations. C'est à vous de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, vous pouvez répondre en commentaire. Et parfois, des fois, je demande de justifier votre réponse. D'accord? N'hésitez pas à participer de cette façon-là. Ici, on dit ceci. Le WACC est toujours identique, quelle que soit la structure du capital de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit structure du capital, ok, je réexplique la notion de capital en finance, pas en comptabilité. En comptabilité, quand on parle de capital, c'est les capitaux propres. Mais en finance pure, quand on parle de capital, c'est les capitaux propres et les dettes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on considère que les deux contribuent à l'activité de la société. Ok? Donc, ici, on vous dit le WACC est toujours identique, quelle que soit la structure du capital de la société. Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux cette affirmation? On vous dit que le WACC, lui, il reste toujours identique. C'est-à-dire que si tu prends la même société, au début, la société n'a pas de dette, tu calcules son WACC, tu auras par exemple 14%. Après peut-être 2 ans, la société contracte une dette auprès d'une banque, bien d'une institution financière, son WACC sera toujours de 14%. Ok, donc il y a Diaby qui dit que c'est faux. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Faux. Très exactement, c'est faux. Donc vous avez raison. Et l'explication, c'est quoi? C'est que justement, même le nom du WACC, enfin la signification du WACC dit tout. On dit c'est le coût moyen pondéré du capital. Donc ça veut dire qu'il y a une pondération qui est faite à un moment donné. Ok? Et forcément, si on pondère capitaux propres et dettes, ce ne sera pas la même chose comme si on donnait 100% aux capitaux propres. Ok? Parce que quoi qu'il en soit, il y aura toujours les capitaux propres d'une société. On ne peut jamais avoir de dette sans avoir de capitaux propres. Il y aura toujours des capitaux propres. Ok? C'est la dette qu'on peut ne pas avoir. Donc vous avez raison, effectivement, c'est faux. Et c'est ça, justement, l'explication. C'est que il y a la dette qui sert toujours d'effet de levier, d'accord, dans la société et par conséquent, ça a une incidence sur la valeur du WACC à la fin. Ok? Le bêta, ok? Le bêta d'élevé peut être utilisé tel quel pour une société sans aucune dette. D'accord? J'explique c'est quoi le bêta. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, dans le bêta, c'est un indicateur qui mesure tout simplement la sensibilité de ton investissement par rapport au marché. D'accord? Je prends un exemple. Lorsque, en fait, c'est mathématique, hein. Ça, ici, comme j'ai dit, dans ce programme de simulation, on va pas s'attarder sur comment calculer le bêta, etc. Parce que c'est des statistiques. Ok? Et il y a un programme de simulation qui est dédié exclusivement même à ça. Et je crois que dans ce programme-là, c'est là où on parle un peu du CAPM, etc. D'accord? On le verra dans ce programme-là. Et je crois qu'on aborde un peu cela aussi dans le programme d'analyse financière. Ok? Donc,
Par contre, retenez ici que c'est tout simplement une donnée. Mais je vous explique c'est quoi concrètement. On dit c'est un élément qui mesure la sensibilité d'un investissement par rapport au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus cet élément, par exemple, est élevé, plus ton investissement aura tendance à être très volatile selon comment le marché évolue. On va prendre un exemple. Lorsque tu as un bêta qui est proche de zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton investissement ne varie pas trop. Ou bien ça suit plus ou moins l'évolution du marché. C'est-à-dire que si tu as un marché, par exemple, où à cause d'une crise, par exemple, les investissements perdent 1%, ton investissement à toi, puisqu'il fait partie du même marché, va perdre peut-être, on va dire, 0,5% ou bien 2%. Donc, ça ne sera pas trop éloigné de la variation sur le marché. Par contre, si tu as un bêta qui dépasse 1, ou bien un bêta qui se rapproche de 2, ainsi de suite, alors là, c'est autre chose. Le marché peut varier de 1%, mais ton investissement à lui, il va varier de 10%. D'accord? Il suffit que ton investissement varie de 1%, enfin, il suffit que le marché varie de 1%, ton investissement va varier de 10%. C'est ça en fait l'incidence du bêta. Donc, il mesure comment ton investissement est sensible par rapport au marché, de façon globale. Ok, c'est un indicateur très très important. Ici maintenant, on vous dit un bêta d'élevé. Un bêta d'élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette tout simplement est égale à zéro. Ok, c'est la signification la plus basique, c'est l'explication la plus basique. Ok, pour ne parler dans trop de théories statistiques, etc. Lorsqu'on a un bêta d'élevé, ça veut dire que la dette de la société est égale à zéro. D'accord? Et par conséquent, le ratio dette divisé par equity, ok, est égal à zéro. On vous dit, ce bêta d'élevé peut être utilisé tel quel pour une société qui n'a aucune dette. En réalité, vous avez déjà la réponse dans ce que je viens de dire. Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Vrai, vrai. Ok, parfait. C'est exactement ça. C'est vrai. Ok. Parce que pour une société qui n'a pas de dette, ok, le bêta d'élevé est la plupart du temps égal au bêta relevé. Ok. Le bêta relevé, ça suppose que, en fait, en réalité, on a une dette. Mais sur une société qui n'a pas de dette, à chaque fois D divisé par E, d'accord, bien la dette divisée par l'equity sera toujours égale à zéro. Donc, une autre affirmation, la troisième. Bon, j'espère que c'est bien visible chez vous, hein. Pardon, je zoome un peu plus. Voilà. La troisième affirmation, on vous dit le free cash flow se calcule directement à partir de l'EBITDA sans passer par l'EBIT. Vrai ou faux? Le free cash flow, c'est-à-dire que la dernière ligne du cash flow que l'on va actualiser dans le DCF, ça se calcule directement à partir de l'EBITDA sans passer par l'EBIT. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? J'ai bien expliqué cette formule hier, avant-hier, même aujourd'hui, je suis encore revenu dessus. D'accord? Il y a même quelqu'un qui a posé la question hier en demandant est-ce que dans cette formule-là, il y aura des ajustements? Et j'ai aussi pris le temps d'expliquer en fait la notion d'EBITDA et le lien avec l'EBIT. Ok? Donc selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux cette affirmation? Est-ce qu'on peut calculer le free cash flow? On part de l'EBITDA, tout le monde sait qu'on part de l'EBITDA. Ok? On part de l'EBITDA et on va directement au free cash flow sans passer par l'EBIT. C'est ça en fait la question. Il y a Diaby qui dit que c'est faux. Chemos, bon j'espère que je prononce bien. Chemos, qu'est-ce que tu en penses? Faut pas avoir peur de se tromper, hein, c'est pas grave. Le plus important c'est de comprendre la notion ou bien le concept. D'autres réponses? Pour ceux qui n'ont pas encore pris le cœur du jour, hein, je vous invite à prendre le cœur du jour. C'est ce qui est épinglé là. C'est une seule pièce pour rejoindre bien sûr le fan club. Donc je vous en prie, sentez-vous à l'aise d'envoyer cela. Ok, donc la bonne réponse ici, c'est faux. Pourquoi? Si je reviens dans notre exemple, ce que je présentais tout à l'heure, comme ça on va voir avec un exemple concret. Donc la bonne réponse, c'est faux. Permettez-moi de revenir vite fait. Voilà, je suis. Pourquoi c'est faux? L'EBITDA, voilà, on est là. Donc, vous voyez cette formule-là, d'accord? Cette formule globale.
Ok, on part bien sûr de l'EBITDA, ça c'est sûr, mais on ne peut pas arriver au free cash flow si on ne passe pas par l'EBIT. Ok, donc, et on peut, c'est impossible, d'accord? Du point de vue mathématique, c'est carrément impossible. Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver au free cash flow, il faut au moins enlever l'impôt sur le résultat opérationnel. Or, l'impôt sur le résultat opérationnel se calcule uniquement sur l'EBIT, qui est un résultat opérationnel. Et bien sûr, on peut avoir des sociétés où l'EBIT est égal à l'EBITDA. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire tout simplement que l'élément intermédiaire qui est entre les deux, c'est zéro. Ok? C'est-à-dire notamment les amortissements. Si on n'a pas d'amortissement, la plupart du temps, l'EBITDA sera égal à l'EBIT. Voilà. Donc, ce qui fait que l'impôt sur la société, forcément, elle est calculée sur le résultat opérationnel. Du point de vue financier, on ne rentre pas dans les, comment dire, les résultats exceptionnels, comment dire, comme ce qu'on a en comptabilité, les résultats financiers, etc. Non, non, non. Quand on raisonne cash flow, on parle des éléments beaucoup plus opérationnels, des éléments routiniers. Tout ce qui est souvent exceptionnel ou financier, ça a souvent un caractère trop temporaire. Ok? Beaucoup trop temporaire. D'accord? Chemos dit l'impôt. Oui, c'est une question ou bien... Bon, j'ai pas bien compris. Bon, vas-y, exprime-toi un peu plus, s'il te plaît. Donc, ça, c'est l'explication par rapport à cette affirmation-là. Oui, Chemos, je t'écoute. Chemos, on t'écoute. Donc, en attendant, on va prendre l'affirmation 4. Ah, ok, l'élément à considérer. Effectivement, effectivement, c'est cette partie-là. C'est ça qui crée justement la nuance. C'est exactement ça, l'impôt. Donc, l'affirmation 4, on nous dit ici, la terminal value représente généralement une part mineure de l'entreprise, enfin de l'enterprise value totale dans un DCF. On a vu ça tout à l'heure, selon vous. C'est vrai ou bien c'est faux? On nous dit que la terminal value, pardon, représente une part mineure de l'enterprise value totale. Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Faux, ok. Il y a Diaby qui dit que c'est faux. Chemos, selon toi, c'est vrai ou bien c'est faux? Ok. Donc la bonne réponse, effectivement, c'est faux. D'accord? Donc on a tous vu que exactement l'enterprise value, enfin la terminal value représente la plupart du temps minimum 60%. En tout cas, la plupart du temps, c'est la grosse partie, d'accord, de la valorisation de la société. C'est c'est pourquoi vraiment, si tu te trompes là-bas, c'est à coup sûr ta valorisation risque d'être très fausse. Ok? Pour ne pas dire fausse. D'accord? Donc, l'affirmation 5, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une hausse de 50 points, d'accord? Ce qu'on appelle BPS, souvent, d'accord? De base du taux de croissance G, ok? A un impact non négligeable sur la terminal value. Ça également, quand je parle de la terminal value, j'ai expliqué. Vous vous rappelez de la formule terminal value égale, bien sûr, free cash flow N plus 1 divisé par le WAP moins G. Ok, on vous dit que une hausse de G, c'est-à-dire le G, on l'augmente de 50 points, c'est-à-dire 50 points, c'est l'équivalent de 0,05%, je pense, 0,05, ok, 0,5, pardon, 0,5%, d'accord, une variation de 0,5%, ça a un impact non négligeable sur la terminal value. Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Vrai, vrai pour Diaby, ouais. Vrai pour Chemos, exactement, effectivement.
c'est vrai, d'accord? Ça a beaucoup d'incidence. En tout cas, toute variation, même 10 pouces, ok, ou bien 10 points, ça a une incidence, ok? Une incidence qui n'est pas minime, d'accord? C'est ce qu'on dit ici. Donc, ce n'est pas minime cette incidence-là. En sixième position, on donne une affirmation, la suivante. Le DCF est toujours la méthode principale de valorisation, quelle que soit la société. Ok? C'est-à-dire que peu importe le type de société, on va toujours utiliser le DCF comme méthode principale. Selon vous, Diaby dit que c'est faux. Ok? Donc, on a également bien expliqué ça tout à l'heure. Donc, également, Chemos dit que c'est faux. Effectivement, c'est faux. Et vous avez raison. Justement, je vous ai dit que, en fait, pour pouvoir déterminer une méthode de valorisation, on doit bien sûr voir les caractéristiques de la société. D'accord? On tient compte des caractéristiques, de la maturité. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok? Donc, en septième position, un écart important entre DCF et la méthode des multiples doit systématiquement être investigué. C'est-à-dire que si vous avez des différences entre deux méthodes de valorisation, systématiquement, il faut investiguer. Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Il y a Chemos qui dit que c'est vrai. Diaby qui dit que c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Ok? Il faut toujours investiguer, ok, les différences qu'il y a entre deux méthodes de valorisation. D'accord? Ça peut s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Toujours le faire. Toujours le faire. Ça, c'est vraiment la réelle valeur ajoutée de l'analyste, hein, dans les travaux de valorisation. Sinon, en réalité, le reste, il y a des outils qui peuvent le faire, hein. Ok, c'est juste des calculs mathématiques. Il y a des outils qui peuvent le faire. Sauf que maintenant, il faudrait quelqu'un qui va les analyser, les interpréter, donner la bonne conclusion, le bon mémo de valorisation, parce qu'au final, c'est le résultat du travail de l'analyste, d'accord? Présenter un mémo qui tient la route, d'accord, par rapport à son travail. Et enfin, la dernière affirmation, le taux d'actualisation utilisé pour les free cash flow et pour la terminal value est nécessairement différente. C'est-à-dire que lorsqu'on veut actualiser la terminal value et lorsqu'on veut actualiser les autres free cash flow, c'est différent les taux qu'on utilise. Selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Il y a Diaby qui dit que c'est vrai. Chemos également qui dit que c'est vrai. Ok? Moi, je vais vous décevoir, c'est faux. Ok? On ne peut pas actualiser des cash flows avec des taux totalement différents. De toute façon, quand on calcule le taux d'actualisation qui est le WACC, ok, ce qu'on a vu au début, c'est un seul taux. D'accord? Il n'y a pas plusieurs taux qu'on calcule. On calcule un seul taux. Je crois que vous avez confondu avec quelque chose. Attendez, je vous montre. Vous avez confondu avec ceci. Et je peux parier que c'est ça. Je crois que vous avez confondu avec cette formule-là. Vous avez confondu avec cette formule-là. Ok? Cette formule-ci, on n'est pas encore en train d'actualiser. On est encore en train de calculer la terminal value à actualiser. C'est après avoir calculé qu'on va actualiser. Ok? Je crois que vous avez confondu avec ça. Donc, ce sera toujours le WACC lorsqu'on fait l'actualisation des cash flows. Ok? Et il n'y a qu'un seul WACC. Il n'y a pas plusieurs WACC qu'on calcule. Donc, je crois que c'est là où vous avez fait l'erreur. Ok? Donc, la bonne réponse ici, c'est faux. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Là, c'est des questions qui ont permis de repasser en revue encore vite fait une fois de plus ce qu'on a fait en théorie. D'accord? Et comme je vous ai dit, tout ce qu'on fait, on doit toujours l'appliquer. D'accord? Même les affirmations que vous avez, c'est des questions que vous devez appliquer lorsque vous travaillez.
Ok, lorsque vous êtes au bureau, on vous donne un travail à faire, vous devez vous poser cette même question-là. C'est exactement la même chose. Et ça qui détermine si vous allez faire, vous avez utilisé tel chiffre ou tel autre dans votre travail. Donc, ça relève exactement des bonnes pratiques et de la réalité du métier. Ok, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je pensais au calibrage. Bon, on a déjà parlé de la calibration dans la session 2. J'ai pas bien compris, Diaby. On a parlé de la calibration dans la session 2 lorsqu'on parlait des multiples. Ici, qu'est-ce que tu entends par calibrage? On peut également faire la calibration du WAC, hein. Ça aussi, c'est possible. Mais beaucoup plus de l'IRR. Ok? J'ai pas envie d'aller dans des choses qui vont vous égarer. D'accord? On va aller dans du concret. On va pas aller dans des cas trop particuliers. Ok, quand tu parles de calibrage, Diaby, tu fais référence à quoi? Pardon? Ok, oui, ça c'est dans la méthode des multiples. Là, ici, on est en train de parler du DCF. Donc, on va pas. On a parlé de ça en long et en large. Là, c'est qu'on va devoir revenir encore sur la session 2. Donc, là, ça va être un peu plus compliqué. C'est qu'on risque de trop mélanger les choses. Ok? Donc, si tu veux que je réexplique la notion de calibration, oui, ça, il n'y a pas de souci. Tu veux que je réexplique la notion de calibration, c'est ça? Ok. Donc, pardon. Concrètement, la calibration consiste à quoi? Lorsqu'on est entré, par exemple, pour ceux qui étaient à la session 2, donc on a dit que, enfin, la méthode de valorisation qu'on exploitait dans cette session-là, c'était la valorisation par les multiples de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de notre société, ou bien de notre investissement, était, par exemple, déterminée en appliquant un certain type de formule. C'est-à-dire que on avait l'enterprise value qui était égal, tout simplement, à on va dire par exemple les bidas, on va prendre ça comme ça, les bidas fois un multiple. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez acheté votre investissement au début, forcément, ça valait également quelque chose. Ok. Ça, c'est la formule générale de l'enterprise value selon les multiples. Maintenant, au début, supposons que vous avez acheté votre société à 15 millions. Au début, à une date donnée, ok? À 15 millions, donc pour moi, et ça vous a donné par exemple droit à 70% des actions de la société. Ça veut dire que implicitement, la valeur de la société lorsque vous l'avez achetée, globalement, était de 15 millions divisé par 70%. Donc la valeur de cette société-là était de 21 millions. Ok? Ça, c'est la valeur de l'entreprise implicite. Maintenant, supposons que cette année-là, l'indicateur de performance clé, c'était l'EBITDA. On va prendre ça comme ça. Il y a d'autres indicateurs, mais on va prendre par exemple l'EBITDA. Il y avait un EBITDA de, je dis n'importe quoi, 5 millions. Ok, pardon, 5 millions. Maintenant, s'il faut déterminer le multiple implicite de départ, ok, ce sera tout simplement la valeur d'entreprise théorique de départ divisée par l'EBITDA. Ok, ça veut dire que le multiple de départ était de 4,3 par exemple. Ok, c'était de 4,3. Maintenant, ce qui va se passer, supposons, vous êtes en 2026, vous voulez revaloriser votre société. Ok, pour revaloriser votre société, vous allez toujours appliquer cette formule-là, l'enterprise value égale EBITDA. Supposons qu'en 2026, l'EBITDA 2026, on est à, je dis n'importe quoi, 8 millions. Ok, donc on est à 8 millions. Maintenant, il vous faut trouver en fait le multiple à appliquer. Ok, c'est là que le travail devient un peu plus intéressant. Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas toujours te servir de référence les 4,3 que tu avais au départ et tu vas faire ce qu'on appelle des ajustements sur multiples. D'accord? Supposons qu'en faisant des analyses financières, tout ce que tu veux, les comparables de marché, tu te retrouves avec un ajustement par exemple de 2 en plus. D'accord? Ça veut dire que le nouveau multiple à appliquer par exemple, c'est de 4,3 plus 2.
Ok? Ça veut dire tout simplement que le multiple en 2026 sera de 6,3. Et si tu veux venir dans l'enterprise value, tu auras 8 millions fois 6,3. Ça veut dire qu'en 2028, la valorisation est de 50 millions. Ok? Donc c'est comme ça en fait qu'on raisonne. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. On parle de calibration. D'accord? C'est ça la notion de calibration. Et on peut calibrer beaucoup de choses, hein. On peut calibrer l'IRR, ça dépend de si on est en train de parler de l'IRR, etc. dans la méthode. Ok? Diaby dit le FCF et le terminavius ne sont-ils pas cohérents? Cohérent, c'est-à-dire, tu peux un peu expliquer, tu peux monter sur le panel pour mieux expliquer ce que tu dis, Diaby, s'il te plaît. Tu peux monter, prendre la parole. Vas-y, envoie ta demande. Ne sont-ils pas relatifs? Bon, j'ai pas toujours bien compris. Vas-y, c'est mieux que tu montes sur le panel comme ça. Bonjour, Bonjour, Diaby. J'espère que tu vas bien. oui, je vais bien. Et vous? Super, super, merci. Oui, vas-y, essaye d'expliquer un peu ta question. Je n'ai pas compris la formule que le free cash flow. La Je n'ai pas formule bien saisi. des free cash flow. Oui, Ok, je reviens là-dessus sur le PPT. Donc, le free cash flow ici, il est déterminé à bon, partir de l'EBITDA. oui, c'est ça. Oui, tu n'as pas compris toutes ces démarches-là? Oui, Ok. Donc, ici, en fait, comme j'ai dit, globalement, d'abord, avant même d'arriver là, ok, quelle est la philosophie derrière? La philosophie derrière cette méthode-là, c'est de dire, on veut actualiser les flux de trésorerie futurs. D'accord? Quand on dit trésorerie en finance, c'est tout ce qui a une incidence financière. C'est-à-dire que qui fait entrer ou bien sortir de l'argent concrètement. D'accord? C'est des éléments qui font bouger le cash ou bien les comptes bancaires concrètement. L'argent rentre, l'argent sort, etc. Donc on va oui, prendre tous ces éléments-là. Maintenant, pour avoir ces éléments, on peut déjà partir de l'EBITDA. Si tu veux, tu peux partir du chiffre d'affaires. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que tu auras plus d'éléments à prendre en considération. Mais quoi qu'il en soit, tu vas toujours arriver à l'EBITDA. OK? On part directement de l'EBITDA parce que l'EBITDA est souvent un peu facile à calculer. Ok, oui, on prend les principaux revenus, on enlève les principales charges, on tombe sur l'EBITDA la plupart du temps. C'est pas magique. Ok, donc tu as l'EBITDA. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois d'abord enlever l'impôt. Enfin, tu dois d'abord enlever les amortissements pour avoir le résultat opérationnel pur, qu'on appelle l'EBIT. Pourquoi concrètement on oui, fait ça? Tu vas me dire normalement, les amortissements, ça ne fait pas sortir de l'argent. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on le met? On le met pour tout simplement avoir la possibilité de calculer l'impôt. Ok? Parce que l'impôt, ça fait oui, sortir de l'argent. Quand tu dois payer l'impôt à l'État, ça fait sortir de l'argent. Ou bien que si tu dois recevoir de l'impôt de l'État pour s'il y a des ajustements, etc., ça fait rentrer de l'argent. Ok? oui, Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on prend en considération les amortissements. Mais ce qui se passe après, c'est qu'on vient l'enlever. Donc pour neutraliser. Donc on le déduit encore à nouveau. Donc on l'enlève pour neutraliser son effet. Ok? Donc on l'a intégré plus haut juste pour un but de calcul d'impôt. Et après on le réenlève, on le redéduit. Enfin, quand on parle de dotation, quand je dis déduit, c'est pas parce que vous voyez le plus que ça veut dire moins. En fait, dans la philosophie, c'est une charge. Une charge, quand on met en plus, ça veut dire qu'en réalité, qu'on vient diminuer. Donc, pour ceux qui comprennent en fait la logique. D'accord? C'est un peu ça. Ok? Donc, ici, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient déduire les CAPEX. Les CAPEX, c'est quoi? C'est les investissements futurs. D'accord? Potentiels. Si tu vas investir dans le futur, c'est pas obligé, hein, c'est pas une obligation de l'avoir. Mais si ta société a prévu d'investir dans le futur, forcément, il faut prendre ça en considération. Les investissements, ça fait sortir de l'argent. Ok, et on le prend en moins parce que c'est un investissement. On va dépenser l'argent pour acheter quelque chose, construire quelque chose, développer quelque chose, etc. oui, Ok, c'est bon jusque-là? oui, c'est bon. Ok. Maintenant, la variation du BFR. En réalité, la variation du BFR, c'est quoi? C'est notamment la variation des éléments de créance et de dette. Comment ça se traduit concrètement? C'est que tu as une société, forcément il y a des créances. Il y a des clients qui ne payent pas tous au comptant, n'est-ce pas? Il y a forcément des Oui, clients qui doivent de l'argent à la société. Donc, s'il y a des clients qui doivent de l'argent à la société, forcément à un moment donné, ils doivent payer dans le futur. Ok? oui, un décalage. Voilà, c'est juste un décalage. Et il faut prendre ça en considération. Dans le moment où ils vont te payer, ça va te faire rentrer de l'argent. Si c'est prévu 60 jours, c'est dans 60 jours. Si c'est prévu dans un an, c'est dans un an, ainsi de suite. Ok? Pareil pour toi en tant que société, tu as aussi des fournisseurs. Tu ne payes pas forcément tout au comptant. Donc tu vas devoir payer dans le futur.
D'accord? C'est Oui. cette variation-là qu'on prend en considération. Parce que cette variation constitue du flux financier. OK? Ok. Ça entraîne un flux financier. Maintenant, le reste, c'est juste des formules mathématiques, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. On tombe sur le free cash flow. Je t'en prie, Chemos. Voilà. Donc, tu vois que ta question a permis à quelqu'un d'affirmer quelque chose. Donc, voilà pourquoi je vous dis, posez toujours vos questions. N'hésitez pas. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Moi, je vous ai dit ça. Je ne sais pas quel est votre niveau d'expérience, parce que je ne vous connais pas individuellement, mais de mon expérience, les gars ou bien les amis, si vous avez peur de poser des questions, croyez-moi, vous allez rester au stade où vous êtes. Que ce soit une bonne ou une mauvaise question. Il faut toujours poser des questions, surtout dans le monde professionnel. Poser des questions quotidiennement, incessamment, même répéter la question. Par exemple, Diaby, c'est quelqu'un que je reconnais depuis qu'on a commencé le programme. Il m'a déjà posé la même question, même 10 fois à des fois. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais je réponds encore 10 fois. Parce que mon but, c'est qu'il comprenne ce que je fais. Pas juste venir passer dans le live. Ok? Est-ce que j'ai répondu à ta question pour le free cash flow? Maintenant, on va partir sur la terminal value. Ok? Pour la terminal Oui. value, donc voici la formule. Ça se calcule de quelle manière? Donc, on dit que la terminal value, c'est tout simplement le dernier free cash flow. Bon, je vais faire un exemple un peu plus sur Excel, tu verras. C'est le dernier free cash flow. Ça veut dire, ayant déterminé le dernier free cash flow en utilisant la méthode qu'on vient de voir, tu prends Oui. cette valeur, c'est ça que tu vas utiliser pour déterminer ta terminal value. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu rates ton dernier free cash flow, forcément, ta terminal value sera fausse. Ok? Donc, ton dernier free cash flow, tu vas maintenant le prendre, appliquer le taux de croissance, appliquer le WACC, et ainsi de suite, pour aboutir, bien sûr, hum, 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 TikTok toujours. Ah, les amis, voilà pourquoi je vous dis de repartager le live. Donc, TikTok m'envoie des messages menaçants tout le temps. Est-ce que vous pouvez prendre juste quelques secondes, s'il vous plaît, repartager le live, liker, s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent envoyer, qui peuvent rejoindre le fan club, prendre des pièces, s'il vous plaît, faites-le. TikTok, quand il commence à faire ça, ça devient un peu embêtant. Je n'aime pas recevoir ce genre de messages-là. Ok? Donc, s'il vous plaît, faites-le, faisons-le, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ok? Donc, est-ce que c'est bon jusque-là, Diaby? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, on va continuer sur Excel. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui. Ok, tu as Good d'autres life. questions? Non. Ok, parfait. Pas Donc, on va encore. continuer. Donc, ici, donc on a fini avec le petit quiz introductif. Ok. Donc, on va maintenant passer aux éléments concrets. D'accord? On vous a dit, on a vu au départ que le DCF, parmi les éléments importants du DCF, il y a le WACC, il y a les free cash flow, il y a la terminal value, il y a le taux de croissance, etc. D'accord? On va prendre élément par élément et appliquer ensemble. Donc, ici, on va voir ensemble comment calculer rapidement le WACC. Ok? Peut-être par la suite, on va voir un peu un cas plus détaillé. Donc, comme je dis toujours également, on essaye d'aller par niveau de difficulté croissant. Ok? On ne donne pas tout d'un coup. D'accord? Là, je vous donne directement les éléments. On va appliquer bêtement, ok? Petit à petit, jusqu'à arriver à l'endroit où on veut tout simplement arriver. Oh là là, TikTok. TikTok dérange, hein? Bon, je vais devoir m'arrêter un petit instant pour moi aussi repartager le live. Donc, s'il vous plaît, essayez de repartager le live, essayez de liker. Pour ceux qui peuvent envoyer, par exemple, le cadeau populaire, donc n'hésitez pas à envoyer, s'il vous plaît. Vous pouvez également mettre en story, mettre en statut, ok? D'accord, s'il vous plaît, prenons juste quelques secondes pour le faire. Ça ne vous enlève rien du tout, au contraire, ça nous aide. Ok? Donc, euh, j'ai déjà fait. Donc, on va continuer, bien sûr. Donc, entre-temps, n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. Donc, ici, on est en train de voir ensemble comment calculer le WACC, d'accord? On va commencer par une méthode très rapide où vous avez toutes les informations pour calculer votre WACC,
D'accord? Bon, avant ça, j'explique bien sûr le contexte. Comme j'ai dit, mettez-vous toujours dans la posture d'un analyste de valorisation junior. D'accord? À qui on demande de faire un certain nombre de choses. Ok? On dit ici, avant d'appliquer le CAPEM à TechVision, on va s'entraîner sur 4 sociétés fictives. Donc pour l'instant, on vous embête pas avec le CAPEM. Vous voyez? Donc on va passer dans un WAC où on vous donne le CAPEM directement. Donc vous ne vous fatiguez pas avec ça. Mais par la suite, on va devoir travailler également sur le CAPEM. Donc, on dit construis toi-même les formules KE, d'accord, puis WAC, pondérées selon la structure du capital de chacune. Donc, je vous ai mis ici la formule, d'accord, du CAPEM et je vous ai mis la formule du WAC global. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir au final? C'est le WAC final qui est là. Ok? Mais avant ça, il faudra déterminer le KE. Ok? Le KE, c'est le coût des capitaux propres. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je réexplique en fait la formule du WAC. Le WAC, il a deux blocs, toujours. Une partie qui concerne les capitaux propres, une partie qui concerne la dette. D'accord? Quand vous voyez KE fois E divisé par E plus D, ce bloc concerne les capitaux propres. D'accord? C'est les capitaux propres, c'est le coût des capitaux propres qu'on a pondéré. D'accord? Et KD fois 1 moins T fois D divisé par E plus D, c'est la dette, le coût de la dette qu'on a pondéré. D'accord? Le coût de la dette ici, comme j'ai dit, dans ce bloc-là, c'est le bloc le plus facile à calculer. On n'a pas besoin d'expérience pour le faire. Ce qui est souvent le plus difficile à déterminer, c'est le KE, ok, le coût des capitaux propres. Donc, on nous dit par exemple que la première société, AlphaSoft, c'est une société qui n'a pas de dette, ok. On a un risk-free rate, d'accord, RF de 3,8. S'il y a une terminologie que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, hein, que j'explique. Parce que j'ai déjà expliqué, mais s'il y a une terminologie que vous ne comprenez pas, je réexplique. C'est le plus important. D'accord? Et on nous donne ici le bêta, il est de 1,2. Ok, Diaby qui parle du RF. En fait, le RF, c'est le taux sans risque. D'accord? Dans tous les bouquins de finance, de contrôle de gestion, vous allez forcément rencontrer ce terme au moins une fois. D'accord? Le taux sans risque, c'est le taux, en fait, des obligations des bons trésors. Enfin, des obligations d'État, pardon. D'accord? Ou alors des bons de trésor, que ce soit parfois à court terme, moyen terme, long terme. Mais la plupart du temps, c'est le taux sur les obligations d'État. Pourquoi on appelle ça taux sans risque? En français, en anglais, c'est risk free. OK? RF, c'est risk free. C'est-à-dire sans risque. Donc, pourquoi on dit sans risque? Parce qu'en fait, on considère que quand l'État émet des obligations, l'État est souvent solvable. Ok? On ne voit pas souvent un État faire faillite. C'est pourquoi on considère son taux d'intérêt sur ses obligations comme étant sans risque. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, l'État va payer. C'est très rare. Ok? On peut faire 100 ans sans entendre qu'un État a fait faillite. Sauf peut-être ce qui s'est passé un peu en Grèce il y a quelques années de cela. D'accord? C'était de toute ma vie, c'est le seul cas que moi j'ai entendu. Ok? Peut-être qu'il y a d'autres pays où ça s'est passé, mais c'est très rare. On ne verra pas souvent un État faire faillite. D'accord? On entend pas ça tous les jours à la télé ou bien à la radio. Ok, c'est pourquoi on qualifie ça de taux sans risque. D'accord? Et ici, on a la prime de marché. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, la prime de marché, c'est ce qui est entre parenthèses dans la première formule. RM moins RF. D'accord? C'est le risque de marché par rapport au taux sans risque. Ok? Et on dit que la différence entre les deux, c'est 6,5%. La prime de taille, ok? Je vous ai dit que en fait cette prime de taille, elle ne s'applique pas forcément à toutes les sociétés, ok? Elle va s'appliquer la plupart du temps à des sociétés de petite taille, ce qu'on appelle en anglais des small cap, ou bien des PME en français, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on considère que les sociétés de petite taille sont des sociétés les plus susceptibles de faire faillite. Donc, il faudra rémunérer les investisseurs pour le risque qu'ils prennent en investissant dans ces sociétés-là. Ce qu'on appelle tout simplement la prime de taille ou aussi la prime d'illiquidité. Ok, parfois on appelle ça aussi prime d'illiquidité. C'est-à-dire que c'est une société dont les actions ne sont pas beaucoup échangées sur les marchés financiers. D'accord? Il y a d'autres primes, hein, d'autres risques. Et comme j'ai dit en fait, pour ceux qui étaient là hier, les formules qu'on vous donne, c'est le minima possible. Ok? C'est-à-dire que c'est le minimum qu'on doit avoir lorsqu'on parle d'un concept. C'est-à-dire que lorsqu'on vous parle du coût des capitaux propres, au minimum, on doit avoir ces éléments-là. Maintenant, vous pouvez avoir plus. Ok? Selon bien sûr la situation. Imaginons, vous êtes dans un pays où, vous êtes dans un contexte de géopolitique tendu. Ok? Il y a le risque géopolitique qu'il faudra prendre en considération. Supposons que la société AlphaSoft se trouve par exemple en Iran ou bien en Israël actuellement. Supposons. Ok? Ça veut dire qu'en fait,
pour ceux qui font l'analyse financière de ce truc, ils doivent prendre en considération le risque de géopolitique, tout simplement. Et bien sûr, on doit le quantifier, essayer de trouver en fait une valorisation de ce risque et l'intégrer dans notre calcul. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner lorsqu'on travaille en tant qu'analyste de valorisation. D'accord? Vous allez voir qu'on parle beaucoup d'analystes ici. Quand on va arriver sur le programme de simulation qui porte sur l'analyse financière, vous allez voir que la conception va légèrement changer. On va manipuler quasiment les mêmes éléments, hein, presque. On va dire qu'à 50%, on va manipuler quasiment les mêmes données, les mêmes éléments, mais la perception change. Ok, la façon de voir les chiffres, la façon de voir les ratios, ça change. Ok, parce qu'en fait, il y a deux questions qui se posent. Quand on parle d'analyse de valorisation, lui répond à une question. Combien vaut cette société? C'est tout. Ok, c'est ça la question à laquelle répond l'analyste valorisation junior ou bien senior, tout ce que vous voulez. Combien vaut cette société? Par contre, l'analyste financier pur, lui répond à quelle question? Cette société est-elle performante ou pas? La plupart du temps, c'est ça sa question. Cette société fonctionne bien ou pas? Cette société, est-ce que ses ratios sont dans les normes ou pas? Ok, c'est à ce genre de questions que répond l'analyse financier. L'analyse valorisation répond à la question combien? Combien vaut cette société? Ok, donc on revient sur notre exemple. Donc j'ai expliqué plus ou moins tous les termes qui sont là. Donc on a dit ici que c'est une société sans dette. Ça veut dire que le ratio, ici, vous voyez, c'est toujours 100%. Ça veut dire que l'equity représente 100%. Donc ça veut dire quoi? Ici, pour avoir le KE, ce sera tout simplement égal à quoi? On va appliquer la formule tout à l'heure, hein. On a dit c'est RF plus le bêta, ok, fois, bien sûr, la prime de marché qui est déjà calculée, ok, et on ajoute la prime de taille. Donc ça veut dire que notre KE ici est de 13,45%. D'accord? Donc voilà notre KE. Ok? Donc on va juste tout simplement généraliser, hein. Donc la formule, on va la dupliquer de haut en bas. Ok? Donc pour le deuxième, une société avec une dette modérée, donc son KE est tout simplement égal à 13,93. La troisième, 10,25. Et la dernière, 14,28. Pour ceux qui ont posé, ou bien, quand tout à l'heure, quand je parlais du bêta, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Diaby? Je peux savoir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu peux reprendre, enfin, tu peux me dire exactement ce que tu ne comprends pas? Ok. Donc, ici, j'ai dit tout à l'heure que bon, j'ai expliqué tous les concepts. Maintenant, on va essayer d'appliquer la formule. Qu'est-ce qu'on demande de calculer dans la première colonne, en jaune là? On demande de calculer le KE. D'accord? Le KE, voici sa formule plus haut. On va tout simplement appliquer la formule. D'accord? Une fois on a compris tous les concepts, maintenant la formule c'est juste mathématique, hein. Il n'y a rien de particulier. On dit c'est RF dans un premier temps. On a RF 3,8 plus le bêta. On a le bêta qui est de 1,1. Le bêta, on va le multiplier par la prime de marché 6,5. Je vous ai dit que la prime de marché, c'est ce qui est entre parenthèses ici. D'accord? C'est RM moins RF. D'accord? C'est tout ce qui est entre parenthèses qu'on appelle prime de marché. Donc, il y en a déjà, c'est 6,5%. Et à ça, on ajoute la prime de taille qui est ici, qu'on nous a donné. Ok? Donc, on tombe dans une situation où on a le coût des capitaux propres qui est élevé à 13,45%. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que c'est bon? Ok, super. Donc, je duplique la formule, hein, parce que c'est la même chose qu'on va appliquer pour le reste. D'accord? Donc, sauf que bien sûr, les taux vont changer d'une société à l'autre selon ses caractéristiques. Ok? Maintenant, pour revenir un peu sur la notion de bêta que j'expliquais tout à l'heure, vous allez voir que ici, en fait, plus le bêta il est bas, d'accord, ça a une incidence significative sur le coût des capitaux propres. D'accord? Donc, lorsqu'on se rapproche de zéro, si on se rapproche de zéro, vous allez voir que le coût des capitaux propres sera davantage plus bas.
Ok, donc ça a beaucoup d'incidence sur le coût des capitaux propres. Ok, maintenant on va calculer le WACC, c'est-à-dire qu'on va appliquer la deuxième formule. Ok, n'oublions pas qu'on nous a dit ici que la formule c'est une pondération, donc il faudra faire attention à ça. Il y a un premier bloc qui dépend du coût des capitaux propres, on l'a. Et il y a un deuxième bloc qui dépend du coût de la dette. On nous a donné ça également ici. Ok. Et vous devez constater également que lorsqu'il n'y a pas de dette, c'est-à-dire que lorsqu'on est à 100% equity, ce bloc est toujours égal à 0%. D'accord? Intuitivement. Là, c'est juste des relations de cause à effet. Ok? Dette 100%, enfin equity 100%, ça veut dire coût de la dette 0. Donc la dette, on n'en parle même pas. Mais quoi qu'il en soit, on va appliquer la formule globale, comme je vous ai dit. Prenez toujours la peine d'appliquer la formule globale pour ne pas vous louper. Faites toujours cet effort-là. Donc, on va aller pas à pas par rapport à la formule. On a dit que la formule, c'est quoi? Le WACC, c'est égal au KE qu'on a calculé, le premier, que l'on va multiplier par sa pondération. D'accord? C'est-à-dire que la pondération, c'est ce qui est entre crochets là. C'est-à-dire E divisé par E plus D, ça nous donne 100%. D'accord? Donc, on multiplie par sa pondération. On ajoute, d'accord, le deuxième, KD fois 1 moins T, qui est égal à ça. Ok, ça multiplié par sa pondération. Sa pondération, en réalité, sera égale à quoi? Sera égale à 1, il faut toujours faire ça, 1 moins, ou bien on va dire 100%. Comme ça, on va garder en pourcentage. 100% moins le pourcentage de l'equity. D'accord? Comme ça, c'est un calcul de... Parce que les deux doivent toujours donner 100%. La somme des deux doit toujours donner 100%. Si tu as 100% ici dans la première colonne, forcément l'autre sera 0. Et vice-versa. Ok? Donc, une fois que tu as fait ça, tu valides. Normalement, voici ton WACC. Ok? Donc, pour notre cas de figure, la première situation, le WACC, il est égal au coût des capitaux propres. Pourquoi? Parce que la dette est égale à 0. C'est quoi le temps? Le temps? J'ai pas compris, Diaby. Tu as vu le temps où? Tu peux me dire, s'il te plaît? Ah, ok. Non, 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 non. Ah, tu t'es pas là hier. En fait, ici, T, ce n'est pas le temps. C'est le taux d'impôt sur les sociétés, l'IS. Ok? C'est le taux d'IS sur les sociétés. D'accord? Donc, on part du principe que la dette aura une incidence sur le résultat de la société. C'est pourquoi on dit, ok, comment dire, le coût de la dette, c'est quoi? Quand vous avez KD, c'est le taux d'intérêt sur la dette. Ça veut dire que tu vas prendre une dette, tu vas calculer les intérêts sur la dette. Forcément, ça aura un impact sur le résultat de notre société. Ok? Et on applique forcément l'impôt sur les sociétés sur le résultat d'une société. Ce qui fait que, puisque cet élément aura un impact sur le résultat, on applique tout simplement l'impôt sur les sociétés sur cet élément-là. Ok? C'est juste pour rattraper l'effet fiscal du coût de la dette. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas le temps. D'accord? C'est le taux d'impôt sur les sociétés. C'est vrai que dans les bouquins aussi, on mettait, parfois on utilise une formule, un symbole qui s'appelle ρ. Ok, ρ, le symbole ρ en mathématiques. D'accord? Parfois on utilise ce symbole-là. Ou bien pour ceux qui veulent être plus explicites, ils disent IS. D'accord? Ou bien impôt sur les sociétés. D'accord? Donc, maintenant, si on applique cette formule, si on généralise la formule, on aura tout simplement ceci. Donc, ici, vous allez voir que ça change. OK? Donc, pour Beta Tech, par exemple, qui a une dette, OK, qui représente 25%, si on a l'equity qui représente 75%, ça veut dire qu'on a la dette qui représente 25%. D'accord? C'est pourquoi dans la formule ici, à la fin, vous avez vu, j'ai dit 100% moins la structure de l'equity. Si l'equity est 75%, tu as 100% moins 75 qui te donne 25%. Ok? Est-ce que c'est bon jusque-là? Pourquoi vous avez pris 100% en taux de dette? Non, je n'ai pas pris 100%. J'ai dit justement que on doit prendre 100%. Il faut prendre toujours 100% moins la partie equity. Bon, on va refaire le calcul différemment ici. On va décortiquer cette formule-là. Ok? On va essayer de décortiquer ça. Je vais mettre KE ici.
je vais mettre E divisé par E plus D. Ok, je vais mettre ici à côté KD. On va partir du principe qu'on l'a. KD facteur de 1 moins T. Ok, je vais mettre ici D divisé par E plus D. Juste une question, Diaby. Est-ce que tu as déjà eu à faire dans ta formation des mathématiques financières, par exemple? Tu as déjà eu à faire ça? Ici, je prends notre premier cas de figure. On a KD, on a KE qui est égal à 13,45. Ok? Tu as oublié? Tu as fait les mathématiques financières à l'école, tu as oublié, man. Ok, bon, c'est pas grave. On va essayer de rappeler les principes fondamentaux ici. Ok. Donc, et on a KD qui est égal à 0%. On va appliquer ça comme ça. Maintenant, on vous a dit que le WACC prend en considération toute la structure du capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D, ou bien E, l'equity, en réalité E plus D, est égal, représente 100%. Ok? Si E plus D représente 100%, ça veut dire que si je veux avoir la pondération, mais le pourcentage représentatif de D, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D est égal à 100% moins E. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu es d'accord jusque-là? Donc, si j'ai pour cet exercice-ci, on va calculer ça. Si j'ai pour cette partie-ci, on nous a dit que E divisé par E plus D, c'est 100%. Ok? Ça veut dire que si je veux avoir l'autre portion, ce sera égal à quoi? Selon la formule qui est en haut, on a dit c'est 100% moins E. Ok? Ce sera 100%. Donc, j'écris 100% moins ce pourcentage-là. Donc, pour l'instant, ça fait 0. Ok? C'est ça la pondération pour la partie, pardon. C'est ça la pondération pour la partie dette. Supposons que je vais tirer la formule pour les autres. Ok? Tu vas voir que pour un investissement, enfin pour ce deuxième investissement, on a comment dire, la partie equity qui représente 75%, ça veut dire que la partie dette représente 25%. L'autre 40%, la dette représente 60%. L'equity 100%, la dette forcément ce sera 0. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça répond en fait à ta question? Ok, super. D'accord. Donc, c'est en fait comme ça qu'on applique tout simplement la formule en question. Et comme je dis toujours, hein, il faut être capable, quand vous prenez souvent une formule, ne vous contentez pas de, comment dire, de la retenir uniquement dans sa forme actuelle. Il faut être capable de prendre une formule, la tourner dans tous les sens possibles. C'est-à-dire que quand on vous donne une formule comme le WACC, on vous dit le WACC égale à KE plus multiplié par etc. Il faudra aussi être capable de dire, je peux déterminer le KE à partir du WACC. Ça veut dire que tu vas renverser la formule. Je dois être capable de déterminer le KD à partir du WACC. Tu dois être capable de renverser la formule. Ainsi de suite. Donc, il ne faudrait pas toujours que, quand on vous donne une formule, vous vous limitez à ça. Sinon, croyez-moi, dans plein de situations, vous allez vous gourer. Hein. Parce que des fois, des situations se posent où tu as une donnée principale, il faut trouver plutôt les données intermédiaires. Et l'autre, où tu as les données intermédiaires, il faut trouver la donnée principale. D'accord? Donc, il faut toujours être dans cette philosophie-là. Si je vous donne, malheureusement, je peux pas passer le temps à inverser toutes les formules, absolument tout. Ça va être très très compliqué. On va jamais faire un live jusqu'à la fin. Ok? Donc, on part du principe que je vous donne la formule principale, par exemple. Si vous voulez avoir d'autres paramètres, retournez la formule autant que vous voulez. Ok? A plus B égale à 10, ça veut dire que B est égal à A moins 10, ainsi, ou bien 10 moins A, ainsi de suite. Donc, ayez ce réflexe-là de retourner la formule selon qu'elle vous convient, ou bien selon votre besoin. D'accord. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme question? On vous dit, est-ce que vous voyez la question? Ok, Chemousse qui est d'accord avec ce que je dis. Donc,
il y a une question là, ok, c'est une question de réflexion. Celui qui peut, bien sûr, j'aimerais bien avoir votre réponse par rapport à ça en commentaire. On vous dit pourquoi Gamaldus, ok, le troisième investissement, c'est-à-dire cette ligne-là, on vous dit pourquoi cette société qui est de type LBO avec une dette forte, d'accord, on a vu tout à l'heure que la dette représentait 60%, d'accord, a-t-il le WACC le plus bas malgré un bêta plus faible? Le levier financier réduit-il vraiment le risque de l'actif? D'accord? Prenons quelques secondes pour réfléchir un peu par rapport à ça. Pourquoi cette société, enfin pourquoi cet investissement a un WACC plus bas malgré un bêta plus faible? D'accord? L'effet de levier réduit-il vraiment le risque de l'actif? Selon vous, qu'est-ce qui explique que le WACC de cette société soit encore plus bas? Plus bas, autant pour moi. J'attends vos analyses, hein. La question a deux volets. Donc, vous pouvez répondre à la première partie d'abord, puis au premier volet, et ensuite on répond au deuxième volet ensemble. Ok, on vous dit qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le WACC soit plus bas? Ok, donc on va faire un peu d'analyse financière. Donc pour ceux qui étaient intéressés beaucoup plus par l'analyse financière, c'est ça, hein? On est en plein là-dedans. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, là ça relève purement de l'analyse financière. Pourquoi? Via le taux d'intérêt. Ouais, je vois où tu vas en venir. Oui, ça a un lien avec le taux d'intérêt. D'accord, le taux d'intérêt sur la dette. Oui, ça a un lien direct. Ça, c'est pour le premier volet. Ok, ce que tu dis, c'est exactement ça. Ok. Diaby, quand tu veux souvent dire quelque chose, essaie de, comment dire, de détailler. D'accord? Par exemple, je comprends où tu veux en venir. Mais par exemple, je sais pas si Chemos, Charlène, Monsieur Jack vont forcément comprendre ce que tu veux dire. Essaie d'élaborer un peu plus, d'expliquer un peu plus. D'accord? Comme ça, tu développes aussi, comment dire, la culture d'analyse approfondie, ainsi de suite. Ok? Je vois où tu veux en venir et justement, ça a un lien très direct avec le taux d'intérêt sur la dette. Effectivement, comme il a dit, en fait, vous pouvez constater, hein, les chiffres ne mentent pas. Ici, on dit KE, le coût des capitaux propres est de 10,25. D'accord? Par contre, le coût de la dette appliqué, ajusté avec l'impôt, représente combien? 6%. D'accord? Donc, 6% par rapport à 10%, vous voyez que ça va absorber ou bien ça va venir diminuer normalement le WACC de façon générale. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, ok, qu'il y a ce qu'on appelle une pondération. D'accord? Il y a une pondération là-dessus. Ok? Donc, et on a vu tout à l'heure, quand on a fait l'exemple un peu plus détaillé ici, donc on a vu tout à l'heure que la dette représentait 60% de la structure. Donc, vous voyez que si on applique déjà la plus grosse proportion à la plus petit, au plus petit ratio, d'accord, vous allez voir que ça va diminuer. Tout simplement le WACC de façon générale. D'accord? Ça, c'est pour le premier bloc. Maintenant, on dit, le levier financier réduit-il vraiment le risque de l'actif? Ça veut dire que le fait d'avoir une dette, est-ce que ça réduit le fait que une société soit risquée ou pas? Vous êtes un peu rapide car je suis lent avec le clavier. Ah, ok, je vois. Ok, pas de souci. Ben, tu sais, quand j'ai compris, je vais prendre ça en considération. Ok? Le deuxième volet de la question, on dit le levier financier, c'est-à-dire la dette. D'accord? Quand on parle d'effet de levier, il s'agit de la dette en fait. On dit est-ce que ça réduit en fait le risque de l'actif ou bien alors le risque de la société, selon vous? Est-ce que c'est parce qu'on a, je vais essayer de retourner différemment. Est-ce que c'est parce qu'on a plus de dettes que ça réduit le risque de la société? Ben, c'est parce qu'on a beaucoup d'argent qui vient des banques sous forme de prêts, etc., que ça réduit le risque
pour la société. Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Et bien sûr, expliquer, hein. Faut pas juste dire c'est faux. Je vous ai toujours dit qu'un bon analyste, que ce soit en valorisation ou bien analyse financière, faut pas être dans des réponses courtes et fermées. C'est pas ce qu'on attend de vous. Si vous dites oui pour quelque chose, expliquez pourquoi c'est oui. Si vous dites non, vous expliquez pourquoi c'est non. Si vous ne pouvez pas vous prononcer, vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas vous prononcer. Voilà, c'est comme ça que ça marche normalement. Et ça fait partie des qualités hein, recherchées dans le monde professionnel pour ces métiers-là. D'accord? On ne veut pas des gens qui vont juste venir dire oui, non, oui, non, oui, non. On veut des gens qui soient capables de pousser la réflexion, qui soient capables d'aller assez loin dans ce qu'ils présentent comme idée. Ok? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à la deuxième partie de la question? L'effet de levier, c'est-à-dire la dette, réduit-il vraiment le risque de l'actif ou bien le risque de la société? Personne n'a une idée. J'ai dit, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est... N'ayez vraiment pas peur. N'ayez pas honte de vous tromper. On se trompe tous sur quelque chose, tôt ou tard. Donc, s'il n'y a pas de réponse, donc ici, on va dire que non. Ok, c'est pas forcément le cas. D'accord? L'effet de levier ne réduit pas forcément. C'est un avantage d'un côté, car si une microéconomie stable, c'est bien en revanche si notre... Ok, je vois où tu vas en venir. Ouais, tu veux répéter ce que j'avais dit une fois ici. Ouais, Diaby, je vois. Ouais, ça se voit que tu suis tout ce que je dis. Ok. Ouais, je vois effectivement là où tu veux en venir. Donc ici, effectivement, l'effet de levier, l'effet financier, ça ne réduit pas forcément. Ok? C'est l'effet de levier, c'est un avantage. D'accord? Ça aide, ça propulse la société, mais ça ne réduit pas forcément structurellement le risque lié à chaque société. Chaque société a un risque qui est propre. D'accord? Son activité, son fonctionnement, tout ce que vous voulez, qui peut avoir une incidence sur sa croissance ou pas. Ok? Et l'effet de levier vient amplifier cela. C'est-à-dire que si vous avez, c'est ce que je dis souvent, si vous avez une société qui se porte mal et qu'il y a beaucoup de dettes, d'accord, la société va se porter davantage mal. Si la société se porte bien, a une bonne tendance en termes de croissance, si vous ajoutez de la dette, ça va davantage pousser la croissance vers le haut. Ok? C'est pourquoi vous allez voir la plupart du temps, les sociétés, même lorsqu'elles se portent mal, elles essayent d'abord de faire une restructuration avant peut-être d'intégrer la dette. Donc, ils essayent déjà de retrouver un niveau stable. D'accord? Une fois elles obtiennent un niveau stable, maintenant ils peuvent réutiliser la dette pour pouvoir amplifier ou bien pour pouvoir se propulser. Ok? Donc, c'est ça en fait la question qui nous était posée. Donc, la réponse c'est non, ça ne réduit pas forcément. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser. Ok? Est-ce qu'il y a une question jusqu'ici? Là, c'était supposé être express, hein. Normalement, on devait faire 2 minutes là-dessus et passer à autre chose. Là, on a fait 30 minutes, je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oh, les amis, je ne vois personne qui repartage le live de temps en temps. Personne qui... Vous voyez, je bavade pendant 2h15 déjà. Le peu de soutien que j'attends de vous, c'est juste de repartager le live, liker, envoyer les petits cadeaux, prendre le cœur du jour. Ok? Ce qu'on fait là, je ne pense pas que vous allez rencontrer un cabinet d'expertise qui va vous le donner gratuitement. Ça, vous et moi, on sait que c'est faux. Ok? Vous allez payer des milliers d'euros pour le faire. D'accord? Donc, quand je vous demande de faire au moins un petit effort, les amis, c'est vraiment juste rien du tout comparé à ce qu'on partage ici. D'accord? Et je prends le temps de réexpliquer, d'expliquer pour me rassurer que vous avez compris. D'accord? En réalité, quel est l'intérêt que j'ai de faire ça? D'accord? Si on se pose réellement la question, quel est l'intérêt que j'ai de faire ça? Ah, ça doit être un Chemo si tu es ivoirien.
Cette exclamation-là, c'est ivoirien, ça. Ah, Camerounais. Ah, ça fait plaisir. Ok. Donc, on continue. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? S'il n'y a pas de questions, donc on va aborder le point suivant. Est-ce qu'on est prêt pour la suite? Donc, on va essayer de voir un peu la notion de sensibilité. D'accord? Ce qu'on a abordé tout à l'heure lorsqu'on passait en revue le PPT. D'accord? On va essayer de faire ça avant de faire une pause. D'accord? Parce que ça fait quand même beaucoup d'informations en peu de temps. Ok? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va commencer cette partie-là, hein. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. On est ici en train de voir tout simplement la sensibilité du free cash flow. Ok? On va partir du principe qu'on vous a donné du free cash flow. Pour l'instant, on ne vous demande pas de calculer. On va voir comment calculer par la suite. Ok? On vous dit par exemple que le free cash flow de l'année N plus 1. Pour ceux qui se rappellent, il s'agit du free cash flow de la terminal value. D'accord? On vous dit que c'est 10 millions. Ok? Pour l'instant, on ne vous demande pas de calculer. On vous a donné ça. Donc, ici, on vous dit qu'on a deux leviers les plus sensibles dans le DCF. C'est ce que je ne fais que répéter depuis le début. C'est le WACC et le taux de croissance terminal, qui est G. D'accord? On demande de construire tout simplement la formule de la terminal value une fois, puis la fait varier, comment dire, sur une petite grille. D'accord? Ce qu'on appelle la grille des 3 x 3. C'est une grille très connue en finance. Ok? Il y a même des formules Excel qui permettent de reprendre cela. D'accord? Je peux vous montrer la formule par la suite, la formule des tables. Ok? Mais on va essayer d'aller d'abord mathématiquement. Ok? Donc ici, on part du principe que vous avez tout simplement le free cash flow de N plus 1. D'accord? On vous demande tout simplement de calculer en fait la terminal value, bien la variation de la terminal value qui suit également la variation de ces deux indicateurs, c'est-à-dire le G, d'accord, en horizontal et le WACC en vertical. Donc la première chose à faire, on va faire un petit calcul bref à côté. On a vu que la terminal value était égale à quoi? Était égale au free cash flow N plus 1, ok, auquel bien sûr qu'on divisait par le WACC. Donc pour ceux qui se rappellent, le WACC moins G. Ok? C'était ça la formule, pour ceux qui se rappellent. Ok? Donc ça c'était la formule du terminal value. On t'a donné le free cash flow N plus 1. On a dit que c'est 10 millions. D'accord? Et on t'a donné les différents WACC. La variation du WACC, pardon, la variation du WACC en vertical et la variation du taux de croissance en horizontal. Donc, mathématiquement, ce qu'il va falloir faire, c'est de dire, OK, on a notre free cash flow N plus 1, d'accord, que l'on va figer. Ensuite, divisé par le WACC. Donc, on va appliquer le WACC là, celui-ci. OK, on va également figer ça. OK, moins le taux de croissance. Donc, supposons qu'on veut calculer en utilisant un WACC de 13 et un taux de croissance de 2. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, on va figer la ligne. Ça nous donne tout simplement, pardon, fermez la parenthèse, ça nous donne 90 millions. Donc, la terminal value ici, pour ce cas de figure, c'est 90 millions 900 et quelques. Ok? Donc, si j'applique la même formule ici, donc ça veut dire quoi? Je fais varier tout simplement G de 1%, c'est-à-dire que je passe de 2% en maintenant le même WACC, d'accord? Je passe directement à 100 millions. Donc, j'augmente G de 1% et je maintiens le WACC à 13%, je passe à 100 millions. J'augmente encore G de 1%, d'accord? Je passe à 111 millions. D'accord? Pareil, si je veux raisonner verticalement, c'est-à-dire que je fixe G, supposons que G c'est 2 et je fais varier le WACC.
Donc, lorsque je fais varier le WACC de 13 à 14,5, j'obtiens ça, 80 millions, et ainsi de suite, 71 millions. D'accord? C'est ça en fait la sensibilité dont on parle. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment varie par exemple la terminal value qu'on calcule là, si l'on fait varier ces deux éléments, le WACC et le G. Donc, lorsqu'on fait varier ces deux éléments, ça nous donne diverses valeurs de la terminal value. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, ok, parfait. Donc, il y a également une petite analyse qu'on vous demande de faire ici. D'accord? Donc, on dit c'est une question d'analyse. Donc, pour ceux qui ont constaté, donc ici, nous on fait beaucoup d'analyse parce qu'au final, c'est ça. D'où le nom du poste, hein, analyse financier. Ce n'est pas anodin. On ne donne pas un titre juste au hasard. On dit entrepasser, ça c'est une question. On dit entrepasser de WACC 14,5, c'est-à-dire de là à 13%, c'est-à-dire une diminution de 1%, et passer de G 3 à 4, donc on passe de là à là, ou alors de là à là, d'accord? Lequel a l'impact le plus fort sur la terminal value centrale? D'accord, ça c'est la terminal value centrale, celui-ci. On dit, si on fait varier de là à là, ou alors si on fait varier de là à là, lequel a le plus d'impact sur la valeur de la terminal value? Je vous écoute un peu. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Ok, tu dirais le G, d'accord. Tu peux expliquer un peu pourquoi? Je veux bien savoir. Je peux comprendre pourquoi, Diaby. C'est un taux d'intérêt. Non, le G, c'est pas un taux d'intérêt, c'est un taux de croissance. Ok? C'est vrai que c'est comme si ça, enfin, c'est vrai que ça a le même impact que les taux d'intérêt, mais il ne faut pas confondre taux d'intérêt et taux de croissance. D'accord? C'est pas un taux d'intérêt. Chemos, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien avoir ton avis. J'aimerais bien avoir ton avis. Dans lequel a le plus fort impact? Ce qui est sur les deux ont de l'impact, hein. Les deux ont de l'impact, mais lequel a le plus fort impact selon vous? Donc on fait passer de WACC de 14,5, ça veut dire que la référence c'est ça, 86 millions. D'accord? Maintenant, comment on fait pour répondre à cette question? On va prendre d'abord enfin la première situation. On va passer hypothèse, enfin situation zéro. D'accord? On est à 86 millions. Ok? Maintenant, on va voir faire varier l'impact. On fait passer le WACC à 14, enfin à 13%. On va dire ça comme ça. WACC à 13%. Ok? Ça nous donne une valeur de combien? Lorsqu'on fait passer le WACC à 13% en figeant le G, on est à 100 millions. Ok? Ça nous donne une différence de combien? Si tu veux faire 100 millions moins ça, on a 13 millions de variations. Juste en diminuant le WACC de 1,5 et en maintenant le G inchangé.
Maintenant, deuxième situation, c'est-à-dire que le G, on dit G est égal à combien? 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on fait figer le WACC et on fait varier le G. D'accord? On passe à combien? On passe à tout simplement 95 millions. Ok? Donc, quelle sera la différence au final? Ce sera ceci moins celui-là. Ok? Donc, on voit clairement que le WACC, il a beaucoup d'incidence. Ok? Maintenant, si on veut faire l'effet combiné des deux, d'accord? C'est-à-dire que en diminuant les deux, c'est-à-dire qu'en faisant passer WACC à 13 et G à 4%, d'accord? Quel sera l'impact global? Donc, ça veut dire qu'au final, l'impact global sera de combien? Ça sera de... Ouais, les cellules là sont grandes, hein. Ça sera de 111 millions. D'accord? Donc, on fait passer G à 13% et... Enfin, on fait passer le WACC à 13% et G à 4%. Ça veut dire qu'au final, on a une différence globale de temps. Ok? Ça nous fait 24 154. Ok? Donc, vous pouvez voir que l'effet combiné des deux augmente davantage, bien sûr, la différence ou bien la variation. D'accord? Donc, c'est très important de marquer cela. Donc, vous voyez qu'en simulant ces deux situations-là, on se retrouve dans une situation où le WACC, il a un peu plus d'impact que le G. Mais ça ne veut pas dire que le G n'a pas d'impact, hein. 8 millions, c'est pas un petit chiffre. OK? Sur une valorisation de 86 millions, 8 millions, c'est pas un petit montant. Ça, je peux vous l'assurer. OK? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on va devoir faire une pause. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là un moment. D'accord? On va reprendre tout à l'heure pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Je t'en prie, Chemos. Ok? C'est vraiment avec plaisir. Donc, n'hésite pas à activer la cloche qui est sur mon profil pour recevoir les notifications quand je suis en live. Ok? Pour qu'on passe des moments comme celui-ci. D'accord? Donc, n'hésite vraiment pas. Ah, bien sûr, à tout moment, hein, tu peux monter sur le panel, on peut échanger, c'est avec grand plaisir. D'accord? C'est vraiment avec grand plaisir. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on va se dire à tout à l'heure alors, et portez-vous bien d'ici là. Ok, on va se dire à plus. Ciao, ciao. Rendez-vous à, je sais pas c'est quelle heure là. Donc c'est... Oups, pourquoi je ne vois pas le programme? Ok, normalement c'est 16h30. Ok, mais on va légèrement décaler, d'accord? Ce sera plutôt vers 17h. D'accord? Pour qu'on puisse avoir le temps de souffler vraiment. Ok, donc on va reprendre à 17h. Donc je vous prie d'être là à temps pour qu'on puisse bien sûr être sur la même longueur d'onde et sur la même ligne par la suite. Ok, et je vous encourage, comme je vous ai dit, hein, quand vous commencez un programme comme celui-ci, par exemple Diaby qui est là depuis le tout début, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre, beaucoup de choses que vous allez consolider. Donc je vous encourage, quand vous démarrez un programme, essayez d'aller jusqu'au bout. Ok, je sais qu'on est tous parfois un peu paresseux, moi je m'inclus, hein, il n'y a pas que je ne parle pas que de vous, donc moi aussi je m'inclus, c'est d'aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'on fait. Certes, il y a des programmes qui sont très longs par rapport à d'autres. Le programme sur la comptabilité des fonds d'investissement, par exemple, ça nous a pris, je crois, une semaine et demie ou deux. Ok? Celui-ci, ça va déjà faire une semaine qu'on est là, on est à la session 3. D'accord? Il y en a 8 sessions. Donc vous pouvez imaginer.
Donc ce programme, il est plus dense que l'autre, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment. Ok? Il faut tenir bon. C'est à la fin, bien sûr, que tu as, bien sûr, ta récompense sur ce que tu fais. Ok? En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par les métiers dont nous parlons. Ok? Je ne parle pas des gens qui sont là juste pour se balader. Pour quelqu'un qui prend le sujet très au sérieux, d'accord? Je vous encourage vraiment à rester jusqu'au bout. Posez vos questions, interagissez. Comme je vous dis, repartagez le live. Ce n'est pas juste pour moi que je le fais, même pour vous. Le fait que quelqu'un va venir poser une question, ça va vous permettre, vous, soit de confirmer ce que vous connaissez déjà, soit d'apprendre de nouvelles choses. Ok? C'est vraiment du gagnant-gagnant. Il n'y a personne qui sera perdant ici, en fait. Vous repartagez, quelqu'un va débarquer là, poser une question. Ça peut sembler anodine la question, mais au final, vous allez vous rendre compte que, ah, en discutant sur le sujet, j'apprends quelque chose, je découvre quelque chose. Ok? Et c'est comme ça que vous gagnez en expérience. Ok? Donc, n'hésitez vraiment pas. Je n'ai pas besoin de le rappeler. Prenez souvent la peine de repartager le live, de liker, ok? D'inviter vos amis, vos proches. Vous avez forcément des amis, soit des frères, soit des sœurs, qui peuvent être intéressés par le sujet. N'hésitez vraiment pas. En tout cas, du moment où c'est gratuit, donc vous n'avez rien à payer. Pourquoi ne pas le faire? Ok? Donc, merci à vous qui sont restés là juste du début à la fin. En tout cas, merci Chemous. Tu étais là depuis le début, tu es resté jusqu'à la fin. C'est un peu rare de voir les personnes qui font ça. Diaby, pareil. Diaby il est toujours présent d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Il est là tous les jours. Tous les lives qu'on lance, il est présent. Même les lives sur les discussions, juste sur le panel, il est toujours présent et il intervient. Donc, je vous encourage aussi à faire pareil. C'est comme ça qu'on évolue. Et pour vous dire la vérité, Diaby, rien qu'à l'écouter, moi j'ai vu beaucoup de changements depuis il y a 2 ou 3 semaines. J'ai vu beaucoup de changements. Même sa façon de poser les questions a changé. Sa façon d'argumenter a changé. Il a tendance à reprendre ce que j'ai déjà dit. Donc ça veut dire qu'il comprend ce que je fais. Ou bien il assimile ce que je dis. Donc, vous voyez que on avance tous, ok? On évolue tous, d'accord? Et ce sont vos questions qui m'orientent. Parce que sinon, je vais faire uniquement ce que j'ai prévu. Si vous ne posez pas de questions, je ne peux pas orienter la discussion. En réalité, c'est vous qui orientez la discussion, d'accord? Donc, je vous encourage et je vous dis ciao, ciao, à tout à l'heure. Non. Front proactif et professionnel. Ok, merci beaucoup, Chemos. Merci, ça fait plaisir de savoir ça. L'essentiel, c'est que tu gagnes quelque chose lorsque tu participes à mes lives. C'est ça le plus important pour moi. Merci beaucoup. À tout à l'heure, à tous.